Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Bonjour Olivier Priem. Bonjour Yves. Alors, comme d'habitude, je te présente un tout petit peu, puis on rentre dans le détail. Donc, tu es administrateur délégué de Clean Power. On en parlera un peu plus, voire beaucoup plus. Et avant, tu as travaillé notamment dans le conseil, dans la banque. Tu étais actionnaire d'une société qui permet d'envoyer et de recevoir des fax par Internet. Tout à fait. Deux mondes qui semblent pourtant incompatibles. Le fax et Internet. General Manager chez Sémaphore Conseil, une société qui fait de la veille notamment dans le secteur bancaire, si j'ai bien compris. Si on plonge dans le vif du sujet directement, après tu reviendras probablement sur ce parcours, parce que je pense qu'il y a déjà, je l'ai brossé comme ça d'un trait large, mais il y a plein de choses qui sont, à mon avis, enrichissantes dans ce parcours. En janvier 2019, si c'est bien ça, tu rachètes la société Clean Power, qui est une société de nettoyage industriel. Peut-être juste pour qu'on se situe tout de suite, est-ce que tu peux résumer en 3-4 mots l'activité de Clean Power, et ensuite on va dérouler un peu plus. Donc, Clean Power est une entreprise de nettoyage industriel. C'est une entreprise qui va permettre de maintenir des bureaux propres, des surfaces de vente, des concessions automobiles, des usines. C'est une société qui est implantée à Mont-Saint-Guibert en Belgique. Elle emploie 150 personnes et elle est présente sur l'ensemble du territoire. Toute la Belgique donc. Tout à fait. Ok. Et donc c'est une société que tu as reprise, c'est-à-dire rachetée. Je pense qu'il y a tout un historique avant d'arriver à se dire qu'on va racheter une entreprise. Comment peut-être, je ne sais pas par où commencer vraiment, mais tu as peut-être une idée de par où commencer dans cette histoire? Je propose de commencer par mon enfance. Donc, je suis issu de parents qui étaient cadres moyens, dans l'Oise. En France, et ce que j'avais constaté quand j'avais 15-16 ans, c'est que en France, tout à fait. Quand j'avais 15-16 ans, en fait, vers 40 ans, lorsque mes parents avaient 40 ans, on s'est mis à avoir un peu plus de confort dans la vie, et je voyais ça autour de mes amis. Et je voyais que il y avait une certaine affluence, les salaires augmentaient. Et ce que j'ai constaté de manière assez systématique, c'est qu'à partir de 50 ans, pour les personnes qui étaient employées à l'époque, il y avait beaucoup de licenciements. Et assez jeune, en fait, je me suis dit, mais que faire, moi, quand je vais me projeter dans 20 ans, 30 ans? Est-ce que moi aussi, on va me licencier? Donc ça, c'est un élément de fond. L'élément déclencheur concernant ma vocation d'entrepreneur, il est né en 2004. En fait, donc j'avais un parcours où j'avais fait une école de commerce en France, j'ai fait un MBA aux États-Unis, j'étais marié, j'avais à l'époque un enfant, et puis j'avais un parcours où pendant une dizaine d'années, j'avais exercé dans le milieu des centres d'appel pour des directions de projet, du management de call center et des responsabilités commerciales. Et puis un jour, quelqu'un rentre dans mon bureau et me dit « Écoute, on a racheté l'entreprise, tu es licencié ». Alors je me dis mais peut-être qu'on peut parler un peu sur mes activités actuelles et voir ce que je peux apporter à votre projet. Et il me dit mais non, je m'en fous. Et en fait, on est dans un contexte français. Ça arrive en fait. Et on est dans un contexte français. Et je dis à la personne mais ça va coûter cher quand même. C'est de la destruction de valeur. J'ai pas utilisé ce mot, mais il me dit je m'en fous parce que le jour où tu gagneras au prud'homme, j'aurai revendu l'entreprise. Et donc, ce jour-là, enfin, pas ce jour-là, mais suite à cet événement, je me suis dit... Tu avais quel âge? J'avais 35 ans. Ah oui, donc tu as pris de l'avance sur ton planning. Oui, en fait. Mais je crois que les deux sont liés, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis aperçu qu'autour de moi, j'avais des amis, certaines personnes qui avaient commencé à être entrepreneurs. Et je me suis dit, tiens, tu vas prendre ton destin en main. Et j'ai créé une petite pratique... seul. En fait, j'ai créé un petit cabinet de conseil et pendant 3 ans, j'ai travaillé jour et nuit pour développer ma pratique d'organisation, d'assistance à des entreprises qui avaient des problématiques liées au centre d'appel ou à la gestion de la relation client.
Ok. Donc ça se passait bien. Et puis, au travers de ce parcours, en fait, qui était assez éprouvant parce que c'était du travail non-stop, je me suis rapproché d'un ami qui avait une société, un petit cabinet de conseil spécialisé en veille marketing, donc pour des banques et des sociétés de crédit. Et puis, il avait une entreprise où il avait racheté l'activité qu'il avait développée. Et puis, il y avait 7 personnes. Et puis, j'ai commencé à faire des missions de veille. Donc, ça consistait à tous les matins, avant d'aller travailler, je regardais des alertes Internet et je créais des petits articles qui étaient envoyés pour annoncer que BNP Paribas avait lancé un nouveau service de paiement par SMS, ce type de choses. Et puis, on faisait des lettres, etc. Et puis au bout de... J'ai travaillé... C'était qui vos clients du coup? Alors c'était des banques. D'autres banques en fait. Ouais. Comme ça, ils savaient ce qui se passait sur leur propre marché. Oui, tout à fait. C'était un service où des chefs de produits s'abonnaient pour recevoir au fil de l'eau des informations concernant la banque à distance, le crédit à la consommation, le crédit immobilier, etc. Et toi, tu les trouvais comment ces informations? Je les trouvais en fait en étant client des banques, et des banques approvisionnaient en nouvelles, en allant chercher sur des sites internet, que ce soit dans les parties sécurisées ou dans les parties publiques. Et il y avait également, c'était le début des robots. Les robots vous indiquaient qu'une page avait changé quelque part sur le site de la banque et tous les matins, nous recevions des alertes avec les changements. Okay. Et donc, il fallait identifier les changements, rédiger des articles et puis les diffuser. Ce qui s'est passé, c'est que je trouvais que cette société avait un beau potentiel. J'avais une belle relation avec cet ami. Donc, il m'a donné une mission récurrente. Il m'a donné une deuxième mission récurrente. Une troisième mission récurrente. Donc là, tu étais freelance, en gros. Oui, j'étais indépendant. Ouais, j'avais créé une structure, mais j'étais tout seul, quoi. Ouais. Et c'est trouvé qu'il m'a demandé une nouvelle mission. Et puis, ça allait faire plus de 50% de mon activité. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit, écoute, je vais pas faire cette mission, ou alors je m'implique à 100% dans l'entreprise, je rachète des parts, et on part ensemble pour la développer. Donc c'est ce qui s'est fait. Et donc ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2007. 2007, ok. Et parallèlement, en fait, ma femme a eu une opportunité pour aller travailler à Bruxelles. Donc là, nous étions à Paris. Et puis, au même moment, je lui dis, écoute, je sais pas si je vais pouvoir poursuivre, puisque je vais devenir bruxellois, je vais rejoindre ma femme. On a décidé d'aller vivre à Bruxelles. Et il m'a dit, c'était pas de problème. Et donc, en fait, j'ai passé plusieurs années à prendre le train très régulièrement, une fois par semaine, pour rester 2 à 3 jours par semaine à Paris, pour travailler dans les locaux de Sémaphore Conseil. Et puis, je faisais du télétravail, un petit peu avant l'heure. Précurseur. En 8 ans, le cabinet est passé de 7 à 20 personnes. On a passé de 700 000 euros à plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On avait des résultats nets de l'ordre de 15%. Ça s'est bien développé. Donc, j'étais directeur général et j'étais surtout en charge du développement des produits. Donc, on développait des nouvelles lignes de produits. Donc, je suis quelqu'un de tenace. Je travaille beaucoup. Et j'ai mis en place des outils qui sont devenus structurants dans cette organisation. Donc voilà, donc à la fin, quand j'ai quitté Sémaphore Conseil, c'était plus de 150 banques clientes, un portefeuille important avec, je sais pas, en 7 ans, peut-être 1, 2, 3 annulations qui étaient liées en fait à des rachats d'entreprises. Et maintenant, l'entreprise, donc là, on est en 2015. Donc l'entreprise maintenant compte une 40aine de salariés. Donc dans ce cadre, je voulais vous parler de quelque chose qui est extrêmement important. Tu étais devenu actionnaire. J'étais actionnaire, oui. J'avais de l'ordre de 25% du capital. Okay. Je voulais tout d'abord échanger ce point concernant l'association. L'association... Oui, si tu me le permets. Donc association, c'est-à-dire le partage des parts entre associés. Le partage des parts, oui. Donc en fait, au moment où j'ai proposé de consacrer tout mon temps à Sémaphore Conseil, j'ai proposé de racheter des parts, ce qui s'est fait avec les 25%. Les 25%.
Alors, concernant, en fait, je voulais vous en parler parce que c'est un point important. Quand on veut reprendre une entreprise, on se dit toujours, est-ce que je vais le faire tout seul? Est-ce que je vais le faire avec quelqu'un? Et ce quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être un client, ça peut être un fournisseur, ça peut être un membre de votre famille. Et je voulais, Oui, c'est une question qu'on là, me pose souvent. C'était un client pour toi et finalement, tu es rentré dans la boîte. C'est pas un client, c'était un ami, mais oui. un ami qui est devenu un client et qui est devenu un associé. Donc, concernant la question qu'on te pose souvent. Okay. Oui, extrêmement, parce que entreprendre, c'est se lancer, c'est se lancer seul, sans filet dans un projet, et on peut avoir du réconfort à travailler avec quelqu'un, on peut travailler à un projet commun. C'est extrêmement, ce sont souvent des questions qu'on me pose. Oui. Ce que je voulais dire concernant l'association, c'est que c'est l'équivalent d'un mariage. Mais le souci, c'est qu'il n'y a pas de régime général, de régime de la communauté par défaut. C'est-à-dire que ce que vous allez produire, ça se concrétise par des parts, et ces parts, il y a un actionnaire majoritaire. En général, il y a un actionnaire majoritaire. Et cet actionnaire majoritaire, dès qu'il détient une part au-delà des 50%, ça va être le roi, en fait. Donc, quel que soit votre... Donc, c'est pas pareil qu'un couple. Je ne sais pas. A priori, pas. Pas exactement, mais en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un régime général dans le couple, en fait. Il y a dans le divorce, il y a un certain nombre de règles qui sont mises en place pour permettre à chacun d'avoir un minimum pour vivre, etc. Oui, c'est ça, c'est plus équilibré. C'est équilibré, oui. Donc, c'est encadré. Alors que là, vous êtes dans du droit entrepreneurial, et mis à part celui qui a le plus de parts sur la table, il n'y a rien, quoi. Okay. Donc, en fait, même si vous avez 49% des parts, vous n'êtes rien. Du jour au lendemain, le jour où l'association se finit. En fait, c'est-à-dire que si vous avez besoin de ce capital, du capital que vous avez constitué, il n'est pas liquide, en fait. Donc, il appartient à un tiers, en fait. Il est géré par un tiers. Oui. Alors, ce qui est important aussi, c'est que dans ces recherches d'association, c'est que votre associé va évoluer dans la durée. Il va avoir son propre parcours de vie, il va divorcer, il va devenir alcoolique, il va... c'est le cas, coucher avec des prostituées et vous inviter à se joindre à lui. Il va constituer, il va se rechercher une cour, en fait. Donc, il va avoir un parcours personnel. Donc ça, c'est son histoire. Et c'est comme ça, en fait. Quand vous vous projetez dans une association, vous pouvez vous projeter dans 5, 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans. Même au-delà, en fait, d'un couple légal. Oui. Donc, ce qui se passe également, c'est que vous allez le connaître très intimement, dans tous ses défauts, toutes ses limites. Et ça, en fait, j'ai eu le cas où on m'a reproché, en fait, de connaître trop ses défauts, ses limites. Quand vous déprimez parce que vous divorcez, vous allez voir la personne en position d'extrême faiblesse. Et même si vous la soutenez quotidiennement, si vous allez l'aider à se remettre debout, elle va associer, on peut le dire, elle va associer cet état à votre présence ou à ce que vous avez soutenu. Et quand on veut se reconstruire, vous avez été témoin de cela. Donc, c'est une expérience qui est extrêmement difficile. Ce qui est certain, c'est que on avait une relation qui était usée et que... mais la grande question, c'est que le jour, en fait, où il vous annonce par téléphone qu'il veut cesser l'association et que vous dites « Mais qu'est-ce que tu as prévu pour moi ?» Il vous répond « Rien ». Et donc ça arrive très très fréquemment parce que ça je l'ai entendu dans d'autres exemples. Et par exemple, à l'heure d'acheter les parts, on vous explique que ça vaut 100 parce qu'on a fait une formule de calcul qui montre qu'on a pris telle donnée, on l'a multiplié par un coefficient, on a enlevé ça, etc. et ça vaut 100. Et au jour de racheter, d'un seul coup, ça vaut beaucoup moins. Alors que la société a pris de la valeur. La société a fait x3. Donc le résultat a fait x5, etc. On est sur le fait que vous partiez de l'entreprise va faire que ça coûtera un petit peu moins cher. Mais ça, je le vois communément. En fait, on commence à vous expliquer que des parts minoritaires, c'est moins 30%. Et j'ai d'ailleurs un autre exemple d'un ami qui a quitté une start-up. Et en fait, on lui a expliqué que
Donc on a appliqué quand même les coefficients un petit peu, mais on lui a expliqué qu'à la fin, en fait, il avait droit qu'à 30% de la plus-value. Parce que tu comprends, ça fait que 4 ans que tu travailles avec nous et qu'il faut attendre, on ne sait pas combien de temps, mais en tout cas, c'est une expérience qui est extrêmement désagréable parce que vous allez vous impliquer tous les jours pour construire ce patrimoine. Et d'un seul coup, ce patrimoine peut disparaître, en fait, ou en tout cas être dans d'autres mains. On vous dit en réunion, mais de toute façon, je vais... Enfin, tes filles n'auront rien parce que je vais prendre tout le résultat et je vais tout dépenser, quoi. Donc, c'est des moments extrêmement difficiles. Pour ne pas rentrer dans ce schéma, il y a une solution très, très simple et c'est, à mon avis, le premier document qui devait être signé, c'est mettre en place un pacte d'actionnaires. Un pacte d'actionnaires devrait être le premier élément qui est signé dans une relation. Donc, vous pouvez travailler avec des collaborateurs, des personnes de votre famille, votre conjoint, mais mon conseil, et vous avez vu la dureté de mes propos avant, oui. Le conseil, c'est préparer la sortie. C'est le premier élément à sortir. Et si vous vous organisez, si vous le signez, vous allez voir, la sortie se fera de manière beaucoup plus facile que dans les cas que j'ai pu vous laisser entrevoir. Oui, parce que du coup, tout est, par exemple, les clés de valorisation sont définies, toutes ces choses-là, en fait. Tout à fait. Okay. Donc, c'est un parcours, je sais que vous travaillez pour un cabinet d'avocats, donc je vous incite à utiliser les bons conseils d'un avocat. Ce qui est également, dans mon expérience, qui a été important, c'est que je n'avais pas de pacte d'actionnaires, mais en fait, j'avais refusé, en fait, de signer toute clause de non-concurrence. Parce que je voyais bien qu'il y avait des risques. Donc, pensez bien que le jour où vous sortez d'une entreprise et que vous êtes, par exemple, vous n'avez plus accès au capital et que vous n'avez plus de clause de non-concurrence, en gros, vous n'avez plus de job. Et ce pourquoi vous êtes battu pendant 10 ans. Il n'y a plus de possibilité d'en avoir un puisqu'il y a une clause de non-concurrence. Une clause de non-concurrence et pas forcément assortie de clause financière, mais travaillez bien cette clause-là. Donc, vous pouvez... ça a de la valeur, en fait. Donc, okay. N'oubliez pas ce passage. C'est peut-être un petit peu long, mais c'est... Une autre solution, c'est d'être majoritaire, alors. Alors, une des solutions, c'est d'être majoritaire, et je vous l'ai dit donc en préambule à notre entretien, je n'aurais pas envisagé de refaire un parcours en tant que minoritaire. Mais par contre, et on verra dans l'histoire de Clean Power, de la reprise de Clean Power, j'ai actuellement 28 actionnaires. Nous sommes 28 associés. Okay. Et on a un pacte d'actionnaires qui a été validé par l'ensemble des personnes et que je respecterai à la lettre. Ok. Bon, donc passons à Clean Power, qu'est-ce qui se passe après ? Là, s'arrête cette collaboration. Donc cette collaboration s'arrête et puis je me retrouve donc à Bruxelles et je dis je ne quitterai plus Bruxelles. J'en ai marre de prendre le Thalys tous les jours. Je vais voir ma famille, je vais voir ma femme le soir. Quitte à travailler, autant travailler avec à côté de quelqu'un qui vous est proche. Oui. Donc, mais là, vous avez une période où je sais que je ne suis pas un créateur d'activité. Donc, me suis efforcé pendant 6 mois, 8 mois de lancer l'équivalent du service de sémaphore conseil en Belgique, mais on avait un contexte marché un petit peu étroit, donc peu d'intervenants sur le marché belge, des services bancaires de qualité, et puis aussi peut-être un petit peu marre de faire la même chose, de passer son temps à copier des pages internet pour les retransformer pour que ça soit lu par des tiers. Vous dites que vous n'êtes pas un créateur d'activité. Comment est-ce qu'on fait pour savoir ça ? Pour apprendre à se connaître et se dire non, moi je suis plutôt comme ça ou... Alors, on essaye. Oui, c'est vrai. Donc on essaye et on voit en fait... Et on voit que j'avais créé une société qui s'appelle Wiz initialement, donc pour héberger mes activités de conseil. Et j'ai cherché à la développer, j'ai cherché à recruter des gens, à chercher des contrats d'ampleur, etc. Alors j'ai eu quelques expériences qui se sont bien déroulées, mais c'était des contrats à durée déterminée parce que je n'avais pas assez de visibilité, je n'avais pas accroché des grands clients qui m'auraient permis de donner de la visibilité sur des embauches.
Donc, je n'avais pas réussi chez Wiz. J'ai essayé de créer une activité de veille en Belgique. Je n'ai pas réussi. Et puis, même si l'expérience de l'association s'était mal passée, j'aime bien aller au-devant des gens, rencontrer des personnalités, rencontrer des savoir-faire. Et je me suis dit, bah, tu as pas un profil développeur de développeur from scratch, mais peut-être tu as un bon gestionnaire. Et puis quand tu te mobilises sur un projet, il avance. Donc pourquoi pas rencontrer des gens. J'avais également besoin j'avais également besoin de rencontrer des gens. Alors, vous parliez de MBA tout à l'heure, là, de rencontrer des gens. C'est une façon de se former, de rencontrer des gens aussi? Alors, en fait, on rencontre des gens de manière régulière. Ce qu'il convient de faire, en fait, c'est d'organiser ces rencontres, en fait. Okay. Donc, moi, quand je rencontre mon voisin, ben, je passe un moment. D'ailleurs, de manière assez cocasse. Mon voisin est actionnaire de la structure que j'ai mise en place, et en fait, bah, c'est un manager de très haut niveau. Mais si j'étais pas allé lui parler, ben j'aurais pas fait, il ne serait pas devenu actionnaire et administrateur de Clean Power. Mais donc c'est parler aux gens, mais s'intéresser à eux. Oui, c'est également aussi. Donc on est dans un monde où on se forme assez peu, en fait. Les dirigeants se forment assez peu. Ils passent leur temps à produire et passent très très peu de temps à aller se former eux-mêmes. Enfin, en tout cas, c'est un des soucis que j'avais. Pendant 8 ans, bah, vous êtes attaché à votre siège, à votre bureau, et puis vous allez produire des nouveaux services, vous allez recruter de nouveaux collaborateurs, vous allez les former, et vous mettez un petit peu de côté, en fait. Donc j'ai profité aussi de cette période pour aller à la rencontre des gens, pour découvrir d'autres expériences, et puis également, comme j'avais un projet de reprise, il fallait que je me forme. Ok. Il y a des formations, bonjour, à la fin vous êtes repreneur parfait ou en fait, donc la première leçon que je voulais donner, le retour d'expérience que je voulais faire, c'est que, en fait, quand j'arrive le 15 janvier 2015, je suis sur le bord de la route, donc mon associé m'a dit on s'arrête. J'avais un réseau LinkedIn de 4 professionnels belges, en fait. Donc j'avais été en Belgique depuis 8 ans, mais j'ai retrouvé les éléments. J'avais 4 professionnels. J'ai racheté Clean Power au bout de 4 ans, donc le 11 janvier 2019. Là, j'avais plus de 400 professionnels belges dans mon... Ah oui, fois 100. Oui. Donc ce qui est important, en fait, et ça c'est un élément dans la reprise d'entreprise, très très peu d'entreprises vont s'afficher comme à vendre. Une entreprise, en fait, va être rachetée par la famille, elle va être rachetée par des clients, elle va être rachetée par des fournisseurs, elle va être rachetée par des personnes, en fait, et ça va pas forcément passer par un quelconque réseau. Donc ça va être de manière informelle. Et là, par exemple, la So Access qui fournit un bon service pour présenter des entreprises, c'est une entreprise qui est très active en Wallonie pour proposer des entreprises à la vente. Elle estime qu'elle va présenter 4-5% des entreprises qui sont réellement vendues dans l'année. Oui. Et ça, c'est un des premiers points, et c'est peut-être le point central, c'est qu'il faut cultiver votre réseau. Et pour donner un exemple, en fait, Clean Power a été rachetée alors qu'elle n'était pas encore à vendre, en fait. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Oui, avec plaisir. Deuxième retour d'expérience. Donc, si vous cherchez à racheter une entreprise, c'est soyez patient. Donc, j'ai eu un des moments clés. Donc, une des formations qui a été permise par la So Access, c'est le jour où on vous dit c'est 5 ans en moyenne. C'est-à-dire 5 ans pour reprendre une boîte, entre le moment où on commence à avoir l'idée. Tout à fait. Entre on dit bah tiens, je rachèterais bien une entreprise, et le moment où on réalise cette idée. Parce que c'est le temps de chercher, c'est le temps de faire les audits, c'est le temps de quoi? En fait, il n'y a pas de catalogue d'entreprise. Vous dites bah tiens, j'aimerais bien racheter une entreprise de la tech. Par exemple, une entreprise qui travaille dans le legal tech. Je sais que vous êtes un spécialiste.
Il n'y a pas un catalogue qui dit l'entreprise est à racheter maintenant. Donc vous avez 5 entreprises qui sont à racheter maintenant. Les prix affichés sont ceux-ci. Pour faire votre demande, vous avez jusqu'à telle date, etc. Vous êtes dans un marché qui est complètement informel, et c'est pour ça que le réseau est important. C'est que il y a pas de porte d'entrée exclusive, complète. Bon, à moins que vous ayez une fortune personnelle, que chacun le sait, et que les gens vont venir à vous. Mais même dans ce cadre-là, en fait, vous pourrez avoir une personnalité qui ne plaira pas. Il y a des gens qui seront allergiques à ça. Et donc, en fait, il faut aller à l'écoute des gens. Il faut se déclarer repreneur. Pourquoi ? Parce que les gens vont faire une partie du travail. C'est-à-dire que si vous, à chaque début d'entretien, enfin d'échange, vous dites je recherche une entreprise à racheter, les gens vont pouvoir se dire à un moment tiens, mais moi je connais quelqu'un qui a quelque chose à racheter. Et donc ce sera pas forcément à cette occasion, mais en multipliant les contacts et cette annonce claire, vous allez générer en fait du flux. Il y a des gens qui vont vous dire mais tiens, qu'est-ce que tu penses, il y aurait ça à racheter, j'ai vu ça, j'ai mon voisin qui a fait ça, etc. C'est extrêmement riche, et on le verra dans le cas de Clean Power, c'est venu d'une relation. Le mot d'ordre. Je reviens juste sur une petite phrase qui me turlupine. Personnalité qui plaira pas. C'est-à-dire que de temps en temps, on arrive, on voit une entreprise à vendre et finalement ils veulent pas de nous. Mais ça, on en parlera dans la. Non, mais ça c'était dans la partie. Attractivité naturelle. Oui. D'accord. Ah oui. Mais et là on va en parler après. En fait, acheter une entreprise, c'est une entreprise de séduction. Ok. Et on va en parler. Faut vraiment faire attention. Être attentif en tout cas à ce point-là. Ce que je voulais vous dire, c'est que concernant les 5 ans. Donc moi j'ai eu de la chance. Je l'ai fait. J'ai racheté une entreprise en 4 ans. Et mes 4 ans, c'est quand même 1450 jours. Oui, c'est très long. C'est très long. Et c'est très long et c'est très court par rapport à la moyenne. 4 ans en travail full-time, ou du coup en faisant quand même un peu d'autres activités à côté pour quand même gagner de l'argent? Tout à fait. Donc moi j'avais de la chance, c'est que on avait accumulé un certain nombre d'avoirs et on a des besoins qui sont relativement faibles. Donc j'ai eu la chance de pouvoir me consacrer plus de la moitié du temps à cette recherche d'entreprise, qui est une chance extraordinaire. Mais oui, il faut générer des flux, parce que Wiz continue à vivre, c'est des frais, c'est un petit peu de salaire, il faut payer le comptable, il faut payer le nouvel ordinateur, etc. Même sans être... une entreprise va vous coûter de l'ordre de 10 000 euros par an en faisant rien. Oui. Par contre, la chance que j'avais, c'est que je devais pas générer. Alors j'ai généré du salaire, mais je devais pas générer des niveaux importants. Et surtout, je savais qu'en fait, j'avais une limite de 50 ans en fait. Et je m'étais fixé moi-même une limite de 50 ans en disant si tu ne rachètes pas avant 50 ans, tu n'y arriveras pas en fait, parce que ça demande une énergie, parce que c'est pas simplement racheter, après c'est rembourser l'entreprise, la développer. Oui, après il faut du temps pour la gérer. Du temps pour prendre connaissance. Alors comment j'ai occupé ces 4 années ? Écoutez, j'ai découvert mon environnement. Alors je vais vous citer certaines références. J'ai découvert l'action du CJD, Centre des jeunes dirigeants, qui est une émanation française qui est présente en Belgique. J'ai assisté à des dizaines de présentations de My Micro Invest qui m'ont appris énormément pour vendre un projet. J'ai suivi des cours de la So Access que je remercie Laurent Renerken. J'ai appris à rencontrer des personnalités chez BDO Belgium. J'ai été entouré du réseau de French Connect, dont la créatrice est devenue une amie. J'ai assisté à des dizaines de présentations de Be Angels qui m'ont, comme My Micro Invest, permis de savoir comment on présente un projet pour collecter des fonds. J'ai adhéré à French Tech Brussels, qui a été très actif. J'ai rencontré des entrepreneurs. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier de me donner l'occasion de parler, parce que de garder cette parole qui vaut ce qu'elle vaut, mais sur la durée, parce que
les échanges les plus poignants pour moi ont été avec des entrepreneurs qui chacun a donné un conseil, 2 conseils, 3 conseils qui m'ont marqué. Et j'espère que au cours de cet entretien, vous retiendrez vous-même ou ceux qui nous écoutent quelques points d'attention. Ouais, je vous cache pas que, chers auditeurs, que c'est pour ça que je fais ça. Eh bien, donc passez le mot, passez la bonne parole, transmettez le lien. Tout à fait. Donc voilà. Donc je pourrais vous parler de Look and Fin, j'ai suivi des cours chez Solvay Entrepreneur, donc qui était extrêmement important. En fait, c'était sur la gouvernance, auquel je n'y connaissais rien et qui m'ont été très utiles par la suite. Et puis j'ai rencontré une société de comptabilité qui s'appelle MAT Partners, qui était gérée par un ami d'amis. Ça s'appelle comment? MAT Partners, MAT Partners, c'est une société qui est présente dans le sud du pays. C'est un cabinet comptable avec une vingtaine de collaborateurs et qui a eu un rôle clé dans mon rachat. Donc important, le 3e point, découvrez votre environnement, ouvrez-vous. Vous pouvez être quelque part enfermé dans une fonction, enfermé dans un cercle relationnel. Donc pendant 4 ans, 1 à 2 soirs par semaine, j'allais rencontrer des gens que je ne connaissais pas. J'allais à la découverte pour dire, moi je cherche à racheter une entreprise. C'est extrêmement important parce que je n'avais pas de réseau. Ça c'est important. Oui, je n'avais pas de réseau belge. Oui, en tant que Français, oui. Alors et après, suite à ces cours, ces échanges, etc., des dossiers vont commencer à se présenter. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que le premier dossier qui s'est présenté à moi, je l'ai mis de côté. C'était un dossier qui était présenté par BDO Belgium, qui consistait à racheter donc un acteur du contrôle de nettoyage. Une société qui s'appelle Ipso et que je connais et je me suis dit maintenant c'est une activité qui a l'air très très intéressante et j'aurais dû faire une offre. Parce que c'était une belle structure et je connais le repreneur. Il se trouve qu'il maintenant ses activités sont à 40 mètres de mes bureaux actuels. Ah oui. Et c'était une belle structure et je me suis dit au début tu en auras d'autres comme ça. Et en fait j'en ai pas eu d'autres avant 4 ans plus tard. Donc saisissez chaque dossier comme une opportunité. Ne faites pas au début de dire non, je trouverais mieux, etc. L'entreprise que vous rachetez peut être la première qu'on vous présentera. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Et puis, donc, j'ai commencé à étudier des dossiers. J'étudie à peu près un dossier tous les 2 mois. Ouais. Donc, en moyenne, c'est ce qu'il faut compter. Et là, ça démarre. Ce qui est important, c'est que chaque étude de dossier vous fait progresser. Vous n'y connaissez rien, vous suivez des cours. Vous allez vous faire accompagner. Ce qui est important, c'est chaque étude de dossier vous fait progresser en ce qu'elle vous permet de mieux cerner votre projet de reprise. Dans tous les cas, vous apprenez à connaître les intermédiaires, les sociétés qui vont vous présenter les dossiers. Vous allez voir, il y a vraiment des très très bons, des très très mauvais. Et en fait, vous reconnaissez les gens, vous connaissez leurs qualités, leurs faiblesses. Vous allez rencontrer aussi un phénomène qui est très très courant en fait, qui est un phénomène de faux vendeurs. Donc, on parle de rachat de PME. On parle de rachat d'entreprises qui vont faire des chiffres d'affaires qui vont être de l'ordre de 1 million d'euros. Et dans mon cas, on est monté à 15, mais et en fait, il y a certaines personnes qui, à un moment de leur parcours professionnel, peuvent être un petit peu fatiguées après 15 ans, 20 ans, ils ont construit une entreprise, et se disent, tiens, je vais revendre. Et puis, elles vont rencontrer des repreneurs, et en fait, on va commencer à leur expliquer que peut-être leur entreprise vaut 1 million, et il va présenter vous allez avoir des gens qui vont présenter des projets, ils vont dire, si vous développiez ça irait mieux, est-ce que vous avez pensé à ça, etc. Et un certain nombre de personnes, en fait, ça les rebooste. Donc, et ça, j'ai eu 4 ou 5 reprises sur les plus beaux dossiers, en fait, qui m'ont été présentés. Vous allez servir de sparring partner, quoi. Oui, c'est ça. Et alors, donc, vous engagez des frais, vous travaillez pendant 2 semaines, 3 semaines, vous commencez à amorcer des contacts avec des banques, faire un business plan, etc. Et puis, à la fin, vous présentez un prix. Et puis, on vous dit que c'est pas assez. Alors, j'ai un exemple, mais je peux pas vous citer l'entreprise pour des raisons
de confidentialité. Donc, vous proposez 1 million d'euros. Et puis après, le vendeur vous explique qu'elle a 3 offres. Donc, une à 1,7 million, une à 1,5 million et une à 1 million. Donc, vraiment, c'est pas bon. Donc, vous présentez 1,3 million, etc. Vous êtes au bout de votre business plan et on vous explique que c'est pas assez. De toute façon, elle a une offre à 1,9 million. Et puis, 2 ans plus tard, c'est toujours pas vendu. Et en fait, la personne a... Enfin, mais j'ai eu plusieurs cas comme ça. La personne a continué à développer son activité. Ça l'a reboosté. Donc ça, c'est important, c'est identifier les faux vendeurs. Comment est-ce qu'on fait en parallèle pour évaluer la société? Parce que là, ils disent 1,9 million. Et on dit non, c'est 1,3 million. Comment est-ce qu'on... Alors, comme il n'y a pas de catalogue. En fait, il y a plusieurs méthodes de valorisation des entreprises. Et oui, donc là, j'ai utilisé, vous voyez, j'ai travaillé pour à ma sortie de Sémaphore Conseil, j'avais des projets de reprise, certes, mais j'avais aussi envie de m'aérer un petit peu la tête. Et j'avais croisé, en fait, un client de mon commissaire aux comptes, de la personne qui gérait Wiz. Et ce type-là, en fait, c'est le spécialiste européen des valorisations d'entreprise. Et donc, j'avais fait faire une estimation pour le rachat de mes parts. Et je me dis, tiens, c'est intéressant, le bonhomme est sympa, tu as travaillé dans un secteur qui est pas si loin que ça. Donc, j'ai travaillé pendant 8 mois pour la société à temps partiel. J'ai fait des missions, en fait, pour la société qui s'appelle Epsilon Research. Et donc, là, j'ai découvert la beauté de la valorisation. Alors, il y a plusieurs méthodes. Mais celle qui est principalement retenue, en fait, c'est une méthode qu'on appelle une méthode de multiple d'EBITDA. C'est-à-dire que vous allez prendre la marge avant élément financier, c'est-à-dire avant financement de l'activité, et vous allez la multiplier par un coefficient, la marge annuelle, vous allez la multiplier par un coefficient, qui est un coefficient marché, qui peut varier entre 3 et 25. Pour 25, avoir ça fait beaucoup. 25, oui, mais si vous êtes une start-up avec une progression de doublement du chiffre d'affaires tous les trimestres, logique, et que vous êtes sur un secteur qui boom, ça peut arriver. Ouais. Et puis après, on retire les dettes, ou le cash. Donc c'est une méthode assez simple. J'espère que je l'ai exprimé un petit peu. Je l'ai exprimé un petit peu brièvement, oui, peut-être pas avec des mots d'expert. Je pense qu'en allant voir sur Internet, on trouve le détail après. Tout à fait. Mais en fait, alors pour devenir familier, moi je vous encourage à aller à So Access. Je crois me rappeler que pour une vingtaine de sessions de cours de 3 heures, donc c'était en soirée, ça m'a coûté 300 €. Ah oui. Et j'avais élargi mon réseau aussi. Mm-hmm. Donc je vous encourage à aller, c'est sur So Access, SOWACESS. Vous pourrez trouver, il y a des sessions régulièrement. Également, concernant l'étude de dossier, ce qui est important, en fait, c'est que vous allez aussi être confronté à des valorisations complètement farfelues. Pourquoi ? Parce que vous avez, en fait, en face de vous des spécialistes de la vente d'entreprise, mais qui ont assez peu d'activité. Donc, ce sont des valeurs de rachat assez faibles, en fait. Donc, hors des boutiques ou des commerces, etc. Mais dans les valeurs entreprises. Donc, c'est des personnes qui vont faire peu de deals. Ce sont des personnes qui peuvent être portées aussi par quelqu'un, en fait, va vendre l'activité de toute une vie, quelque chose qu'il a développé pendant 10, 20, 30 ans. Et il va assimiler, par exemple, son chiffre d'affaires au prix de rachat de l'entreprise. Il va vous expliquer qu'une entreprise qui gagne 10 000 € net par an, en fait, s'il enlève son salaire, ça gagne 200 000 par an. Donc, il va multiplier ça par 5, ça va faire 1 million. Mais dans les faits... le repreneur doit se payer aussi. Le repreneur doit se payer... peut-être que dans ces 200 000 €, lui, il fait le travail de 2 personnes. Donc, on a des effets comme ça. Et puis aussi, il vous explique que c'est hyper simple de se développer à l'international. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a pas fait depuis 20 ans. Et que son entreprise a un potentiel magique. Et ça, c'est difficile parce que vous êtes... au niveau des deals, en fait, ça, c'est d'autres leçons, c'est vous êtes dans l'abstrait. Vous êtes...
face à des situations où il y a beaucoup d'émotions chez le vendeur. Il y a l'intermédiaire qui n'est pas forcément qualifié professionnellement. Lui, il a qu'une envie. Il a envie de vendre, et selon les instructions qui sont données par son client. Enfin, j'ai assisté à plusieurs reprises à des valorisations que je qualifierais de débiles. Enfin, si vous partez du principe que l'acquisition doit pouvoir être financée en elle-même, quoi. Oui, c'est ça. Donc vous apprenez à... Oui, parce que le but, c'est que l'acquisition, enfin, acquérir l'entreprise puisse financer le coût d'acquisition. Alors, moi, c'est ma dynamique posséder à moi. l'entreprise. Tout à fait, c'est ma dynamique à moi. Puis, en fait, quand vous faites partie d'un groupe et que vous allez rajouter de la valeur pour attaquer un marché, pour être plus performant, en rachetant une entreprise, ok, vous allez pouvoir dire... oui, on surpaye éventuellement. On surpaye parce que stratégiquement, c'est intéressant. Quand vous êtes tout seul et que vous allez lever des fonds et qu'il va falloir les rembourser, ben, il vaudrait mieux que ça se paye tout seul sur des horizons 5-7 ans. Donc c'est la raison pour laquelle moi je pars toujours du principe, toujours, ça fait 2 fois, mais je pars du principe que mon achat s'autofinance. Okay. Je vous en parlerai un petit peu après. Oui. Alors, ce qui est important dans cette démarche sur les 4 ans, c'est qu'il faut que vous vous prépariez à convaincre. Donc moi j'étais dans un contexte où j'ai fait très attention pendant 4 ans à pas me ringardiser. C'est-à-dire que j'étais français dans un environnement belge, vous arrivez à chaque événement, vous dites je recherche à racheter une entreprise. Ah oui, mais c'est comme il y a 2 mois alors. C'est comme il y a 6 mois, c'est comme il y a 1 an, c'est comme il y a 1 an et demi. Et d'ailleurs, il y a des flottements. Au bout de 3 ans, en fait, vous n'êtes pas celui qui recherche à racheter une entreprise, vous êtes celui qui n'a pas réussi à racheter une entreprise. Oui. Et donc, je me suis efforcé de ne pas faire ça, c'est-à-dire que j'ai maintenu plein d'activités, comme qu'on a parlé. J'ai fait des formations. J'ai géré aussi, sur le bord, j'ai fait des projets pour des clients. Donc, j'ai trouvé des clients belges aussi. J'ai travaillé pour Epsilon, pour des clients français. Pour me maintenir, j'ai fait du mécénat de compétences. C'est-à-dire que j'ai une amie qui est directrice d'une association. Et comme j'étais un spécialiste du CRM, j'ai choisi leur outil CRM. J'ai travaillé pendant 3 mois, 2 mois à 25 € de l'heure, pour pas me ringardiser, pour être avec des gens sympathiques, qui ont un projet sympathique, etc. Donc pour rester smart, pour utiliser des outils qui viennent d'apparaître sur le marché, voilà. Et encore une fois, j'avais de la chance parce que j'avais pas de gros besoins financiers. Donc il faut que vous vous prépariez à convaincre, faire attention à votre ringardisation. Il faut que vous profitiez de cette période d'inactivité relative pour vous former, pour être à la pointe. Il faut aussi que vous ménagiez vos fonds, c'est-à-dire que vous regardez mon expert comptable, est-ce qu'il n'est pas un petit peu cher Pendant 4 ans, je me suis baladé, je n'avais pas de carte de crédit parce que ça me coûtait 80 balles par an, quoi. Oui. Bon. Toute économie est bonne à prendre, quoi. Par contre, quand il fallait déclencher sur des conseils, que je le sentais, je déclenchais. Donc ça, c'est des sommes, c'est 5-6 000 € pour avoir une valorisation, des choses comme ça. Donc il faut faire attention. Peut-être qu'on en parlera après, mais c'est important d'être entouré, justement. On a parlé d'avocats, on a parlé de comptables. Alors, et vous allez voir, ça c'est le grand enseignement aussi, c'est que pendant ces 4 ans, il faut préparer votre équipe, en fait. C'est-à-dire que ça se passe comment une reprise, c'est vous rencontrez, vous entendez parler d'un projet, vous avez la chance ou pas, en fait, d'être sélectionné pour recevoir un brief. Donc, ce brief va faire entre 6 pages et 30 pages. On va expliquer un petit peu la vie de l'entreprise. Vous allez avoir une première rencontre avec le cédant pour qu'il vous explique un petit peu ce qui se passe. Vous posez des questions, etc. Vous demandez des documents complémentaires. Et là, vous vous retrouvez face à des documents. Et lui, il va vouloir une offre, en fait. Donc, si vous avez de la chance, il va vous donner des éléments de valorisation. Il va vous expliquer qu'il en veut une somme
une somme astronomique ou pertinente. Mais en tout cas, si vous avez de la chance, mais peut-être que vous n'aurez pas cette chance, il va vous dire combien vous me payez. Auquel cas, c'est une question en fait avec. Il faut faire appel à des conseils qui vont vous dire nous on pense que on va travailler, donc j'ai travaillé avec BDO, j'ai travaillé avec EY, j'ai travaillé avec des entreprises comme ça pour qu'ils vous disent écoutez, on pense raisonnablement que ça vaut tant, mais c'est un investissement. Il faut aller très vite en fait. Oui, parce qu'il faut le faire plusieurs fois pour rien. Plusieurs fois pour rien, et puis c'est des frais. Et puis à la fin, vous commencez à le faire vous un petit peu tout seul parce que à force de dépenser 5 000 euros alors que vous avez des rentrées extrêmement faibles. Mais par contre, c'est un exercice qui est passionnant parce que après vous allez pouvoir aller plus rapidement. Ce qui est important, ce que je voulais vous dire, c'est que il faut vous préparer à convaincre et il faut vous préparer à aller vite après. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans une dynamique de deal. C'est-à-dire que je vous donnerai l'exemple de Clean Power après. Il faut qu'il y ais un intérêt mutuel. Donc c'est comme une relation qui serait mise en place par un réseau de dating. Enfin, je suis pas familier de ces sujets, mais en fait vous allez avoir une première rencontre, vous allez avoir un visage, en gros un dossier, et puis après, faut faire en sorte que d'aller jusqu'au mariage. Ouais. Et donc il faut aller vite, il faut anticiper des choses, il faut vous montrer à la future mariée qu'elle est vraiment très sexy. Que vous aimez ses qualités, concentrez-vous toujours sur ses qualités. Vous pouvez avoir une approche en disant mais pourquoi il a pas fait ça, pourquoi il gère comme ça. Vous gardez tout ça pour vous. Donc vous la trouvez très belle et vous voulez la rendre encore plus belle. Vous avez en face de vous, et c'est toujours l'aspect psychologique, vous avez en face de vous quelqu'un au-delà de la somme qui vous transmet, et ça, je vais vous expliquer les dynamiques, au-delà, il vous transmet son histoire. Il vous transmet ce qu'il a fait de mieux dans la vie, à part sa famille, et ses réalisations sur d'autres plans. Mais vous êtes légataire de son... On dit souvent c'est son bébé. Est-ce que c'est un peu adapté au-delà son bébé? De son bébé, en fait, c'est son gamin de 30 ans. Oui. Donc il vous lègue ce qu'il a fait de mieux professionnellement. Et ça, c'est extrêmement important. On a l'habitude de dire que en fait 50% du deal, c'est de l'immatériel. C'est que des a priori. Et ça, l'exemple. C'est pour ça que quand vous rencontrez un cédant, soyez toujours positif. Posez des questions sur pourquoi il a fait ça, etc. Et puis n'oubliez pas qu'il a passé quand même 30 ans à peaufiner son dispositif, que vous débarquez, par exemple, dans le cas de Clean Power, vous débarquez de France, le nettoyage industriel, vous n'y connaissez pas grand-chose, et lui, il a construit une entreprise où il y a 150 salariés, quoi. Donc, vous n'avez pas commencé à lui donner des leçons pour savoir comment bien gérer ses contrats, etc. Oui. Donc, posez plus des questions extrêmement positives. Et puis, c'est une relation amoureuse. Il faut si vous voulez vous marier, vous allez accepter que la mariée ait certains défauts. Dans le cas de la gestion en fait de cette période de 4 ans, je voulais insister sur un point. Tous les jours, il y a 1450 jours, là, tous les jours, vous allez vous dire mais pourquoi je lance pas une start-up, pourquoi tu n'accepterais pas du minoritaire, pourquoi tu te remets pas salarié, pourquoi tu vas pas t'engager sur des missions long terme pour retrouver toi-même un certain équilibre. Et puis dans mon cas, en fait, j'aurais pu être retraité, quoi. Alors ma retraite aurait été faiblarde, mais j'aurais pu arrêter de travailler à 50 ans, puisque je n'arrivais pas à travailler une activité. Donc ça, et je le vois en fait sur des personnes qui sont des entrepreneurs autour de moi, c'est la question auquel il faut répondre quotidiennement. Donc moi j'ai répondu en moyenne, je voulais une reprise en majoritaire, mais il faut tous les jours le matin se lever et se dire ok, tu vas racheter. Et donc faut se fixer cet objectif et s'y tenir, quoi. En fait, la chance sourit à ceux qui travaillent longtemps à un objectif, en fait. Donc
Et on va voir à la fin, il y a un moment, les planètes s'alignent. Et vous direz, mais j'ai fait, c'était beaucoup de chance tout ça, mais en fait, quand vous refaites l'histoire en arrière, vous allez vous rendre compte que ça s'est pas fait par hasard. Alors, et parfois, malheureusement, vous n'y arriverez pas. Mais le fait d'être tenace, opiniâtre, ne peut que vous encourager. Ça sera un des éléments clés. Et peut-être qu'un jour vous déciderez de faire autre chose, mais en attendant, ça vous aura construit et ça vous aura. La ténacité n'est pas, est une vraie qualité. Mais si on a cet objectif, ça veut dire que tous les jours, il faut chercher à faire un petit pas vers cet objectif. Exactement. Donc moi j'ai fait un MBA en fait où on a parlé beaucoup de il y a 30 ans maintenant de Kaizen en fait, de progression quotidienne quoi. Okay. C'est comment tous les jours j'améliore un petit peu mon modèle. Et ça c'est vraiment un des points clés. Et d'ailleurs c'était ce qui faisait une de mes forces dans mes fonctions précédentes. Donc moi je suis pour on va chercher à améliorer les choses petit à petit. Je suis pas un visionnaire, je suis un gestionnaire, j'essaye d'améliorer. Ça peut être la consultation de telle donnée à tel moment, ça peut être cette prise de décision à tel moment, ça peut être construire des outils qui feront en sorte que vous vous débarrasserez de tâches que vous jugez par habitude normales. C'est des choses comme ça. Voilà. Alors je voudrais le temps passe. Oui, ça va. Moi j'ai le temps encore. Alors donc en 2018 et puis aussi ces 4 années vous permettent de cerner votre besoin. Donc en projet de 2018 j'avais reprise d'une entreprise à Bruxelles ou dans le Brabant wallon. En fait j'avais découvert le Brabant wallon au travers de formations So Access, au travers de la découverte de projets de repreneurs. Brabant wallon qui pour les francophones qui ne sont pas de Belgique, c'est une région collée à Bruxelles, assez dynamique. Assez dynamique, oui. On l'appelle Wallifornia. Okay. Et je m'étais fixé comme objectif que je ne ferais pas plus de 45 minutes de transport par jour, okay. Pour un aller. Je voulais une entreprise spécialisée en B2B. Je voulais une entreprise où j'ai pas besoin de parler flamand parce que malheureusement la nature ne m'a pas doté de cette qualité. Et je voulais quelque chose où je puisse comprendre rapidement l'activité parce que les 50 ans approchaient et je sais que apprendre un nouveau marché, le fonctionnement d'un nouveau marché, d'une nouvelle équipe, ça demande de l'énergie. Mais je voulais quelque chose qui soit facile à comprendre. J'avais fixé un investissement de 400 000 € au maximum. Je voulais pas d'Horeca. Donc Horeca, c'est hôtellerie, restauration et café, oui. Donc ça, c'était un acronyme belge. Je voulais pas de. Alors il y a beaucoup de sociétés, je sais pas pourquoi, sur tout ce qui est climatisation. Je comprenais rien. D'électricité, pas de secondes œuvres. Et puis je voulais quelque chose qui soit marqué par la récurrence des contrats. Et je voulais pas reprendre une société en difficulté financière ou en faillite. Donc voilà. Donc il faut quand même 3 ans pour arriver à ça, mais oui, en regardant les dossiers, se dire non, ça oui, ça non, ça. Okay. Exactement. On apprend de chaque dossier. Et puis un beau jour, je vais voir Frédéric Ranouet de la société MAT Partners, et puis je lui présente un dossier. Et c'est un dossier tout pourri. Et je dis voilà, est-ce que je vais faire une offre, etc. Et puis il me dit mais ton dossier est tout pourri. Et je lui dis mais je sais. Mais bon. Et je dis j'ai que ça. Et il me dit écoute laisse tomber. Donc on était en mai. Il me dit moi j'ai un très très beau client qui s'appelle la société Clean Power et il va être à vendre en septembre. Donc les cédants ont 60 ans. Il se pose la question d'arrêter. Très très belle structure, on la connaît sur le bout des doigts. Voilà, mais ça va être à vendre en septembre. Est-ce que tu veux rencontrer les cédants? Bon, c'est un interlocuteur de très très grande qualité. Je me renseigne sur la société et je dis oui, ça m'intéresse énormément. Et puis c'est pas ce que j'avais vu, puisqu'en fait c'est une société qui réalisait un chiffre d'affaires de l'ordre de 13 millions d'euros. Ah oui. Ah oui. Et donc je parlais d'un investissement de 400 000 € initial. Oui, donc là c'est bien plus gros. C'est beaucoup plus gros, oui. Donc ça ne. Alors les 14 millions, c'est pas la valeur de rachat. Oui, c'est le chiffre d'affaires. Je devrais pas vous la donner, mais je peux pas vous la donner, mais parce que je suis engagé. Mais
ça donne une idée quand même. On n'est pas, on passe à on n'est pas, on n'est pas à 900 000 euros, quoi. On n'est pas à 900 000 euros, tout à fait. Et puis je vois l'entreprise, et là, les étoiles s'alignent immédiatement parce que je dis, ok, ça m'intéresse. Récurrence des contrats, pas un féodé à un client en particulier. Le plus gros client fait 8% du chiffre d'affaires, plus de 800 contrats, une activité que je pourrais comprendre. Tout en B2B. Tout en B2B, 45 minutes de Bruxelles à Mont-Saint-Guibert, etc. Et là, là, je mets en place l'équipe. Donc, je vais voir Bon, je vais l'acheter, mais j'ai pas l'argent. Et je vais être majoritaire. Tout à fait. Et je pars. Et donc, on a la première réunion avec le cédant. Et je fais intervenir quelqu'un qui s'appelle Cédric Debert de la société Arganto, qui est une société, ce qu'on appelle une M&A boutique. C'est-à-dire que ce sont des conseils qui vont vous accompagner sur un processus de reprise. Et puis, j'ai pris ce qui se faisait de mieux, ce que j'avais vu de mieux au cours de mes 4 années de recherche. Et ce sont des filles, en fait, qui sont de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, ils sont des success fees. Ok. Par contre, il proposait donc un dispositif où, hors transaction, j'étais pour quelques dizaines de milliers d'euros. Si la transaction ne se faisait pas. Et puis on va voir. Donc on fait cette réunion avec les cédants et on dit OK, on y va. Pourquoi ? Parce qu'il y avait les éléments que j'ai rappelés, c'est-à-dire une récurrence du chiffre d'affaires. Et puis le prix est annoncé d'entrée par les cédants. Ils disent on veut vendre à tel montant. Et là on dit OK, banco. C'est réaliste, c'est-à-dire que quand on prend l'EBITDA, qu'on le multiplie par un coefficient marché, etc., on dit OK, ça colle parfaitement. Donc ce sont des montants qui sont extrêmement élevés par rapport à mon apport, mais c'est raisonnable pour un remboursement sur 7 ans. Alors, donc les avantages... Donc, c'est une activité bien lisible, un portefeuille client très large, visibilité sur les contrats, la capacité à comprendre l'activité assez rapidement. Il y a un avantage aussi au nettoyage, c'est que ça se délocalise pas. Alors maintenant, on va parler de télétravail, mais en fait, on peut pas encore... On peut pas télétravailler du nettoyage. Non, et on peut pas nettoyer un local à partir de la Chine, pour le moment. Et puis, il y avait également des avantages. Il y avait une forte structure managériale, c'est-à-dire que les cédants avaient eu l'intelligence, il y a 6 ou 7 ans, de mettre en place un directeur général. OK. Donc il n'était pas impliqué opérationnellement. Extrêmement structuré, oui. Les inconvénients, c'était une triple barrière culturelle. Donc, attention, la Belgique, ce n'est pas la France. C'est pas parce qu'on parle français que la culture des affaires est la même. Pour moi, c'était une activité, mais complètement inconnue. Pour résumer, je vendais des informations produites par des bacs plus 4. À des banques, je vendais des services de nettoyage formulés par des personnes souvent peu qualifiées, du point de vue académique, et à des entreprises locales. Ouais. Et puis, c'est une activité de gestion d'ouvriers et de force commerciale. Je n'y connaissais pas grand-chose. Donc, il faut être humble. Et ça a été un des points clés. On va voir, c'est sur... En fait, il faut être... Donc là, attention, on n'est pas en phase de reprise effective, on est en phase de rachat. Oui. Alors surtout, soyez donc pas là, humble. on n'est pas humble. Là, surtout, on connaît soyez tout. pas humble. On connaît tout. Je vais vous en parler. En fait, donc, les challenges du rachat, en fait, pour moi, c'était d'acheter une entreprise en disposant... Alors, j'ai mis un peu plus de 400 000 euros, mais c'est acheter une entreprise en disposant de 7% des fonds. Votre apport, c'est 7%. Si je prends cet apport et que j'enlève les frais potentiels de transaction, il ne me reste pas grand-chose. Oui, en plus. On ne devient pas majoritaire avec ça. Si. Ensuite, c'est maintenir un rythme très soutenu dans les échanges avec les cédants. Donc, on était au mois de mai, ils voulaient vendre en septembre. Il a fallu, on a travaillé d'arrache-pied pendant 6 mois. On a signé en janvier pour qu'il n'y ait aucune pause dans les échanges pour montrer que ils allaient avoir le prix de leur transaction, qu'ils n'avaient pas besoin à s'embarrasser de rencontrer d'autres potentiels acheteurs, etc. Pour vous donner un exemple, en fait, traditionnellement dans un achat, je vous en ai parlé, en fait, on reçoit un mémorandum. Donc, c'est un document qui présente, en gros, la structure, c'était le document dont je parlais, qui peut faire 5-6 pages ou 30.
Et là, il n'y avait pas de mémorandum. En fait, on a constitué avec Cédric Desbert ce mémorandum. On est allé à la rencontre de savoir combien il y avait de clients, quels étaient les chiffres d'affaires moyens, quelle était la pérennité des contrats, quelles étaient les structures d'achat, etc. Et ce qu'on a fait, on a tout concrétisé par un business plan, enfin surtout lui. Alors c'est le champion de l'Excel pour comprendre l'activité. Et ce qu'on a fait, c'est que on a compris l'activité et on a reconstruit, je sais pas, en reverse engineering, je sais pas comment ça s'appelle, on a reconstruit les bilans. Ah oui, oui. En fait, on a fait sur 3 années et on a fait en reverse engineering le bilan, et c'est une activité qui est très claire, très lisible. On a refait les bilans des années antérieures à partir des données opérationnelles. Et on a vu que ça matchait, et ça nous a permis de nous projeter pour dans 7 ans. Oui, c'est ça. Si ça matche dans ce sens-là, ben dans l'autre sens, on peut... oui. Et ça, c'est un des éléments importants. Il faut bâtir un business plan qui soit costaud, atteignable, et vous ayez des petites portes de sortie. Ne commencez pas à croire. Ça, c'est un des points aussi centraux, et je le dis dans mes échanges avec les cédants. Vous ne ferez pas mieux qu'eux. Vous ne pouvez pas partir sur un business plan en disant que vous allez faire mieux qu'une personne qui s'attache à développer une entreprise depuis 20 ans. Alors, oui. Vous pouvez le faire, on l'espère, mais essayez, et ça, c'était une des leçons que j'avais apprises à la So Access. Si vous arrivez à faire aussi bien qu'eux, c'est miraculeux. C'est génial. Donc dire, moi, quand je vais arriver, je vais faire plus 15%, et du coup, ça va passer. Ouais, et c'est des cons, ils n'ont pas pensé à ça. Excusez-moi pour le gros mot. Bip. Non, ils n'ont pas pensé à ça, mais vraiment, ne partez pas comme ça. Partez sur laissez-vous de la marge également, parce que ce business plan, en fait, c'est votre capacité de remboursement. Donc, ne commencez pas à partir sur des choses que l'histoire n'a pas montrées. Partez sur des hypothèses raisonnables. Laissez-vous des aires de respiration. Voilà. Et donc, d'ailleurs, on l'a vu, parce que quand même, le remboursement s'est fait dans un contexte de Covid. On en parlera après. Et donc, je suis pile poil dans mon business plan, malgré la crise du Covid, qui nous a affecté très fortement. Donc, le business plan, je l'utilise encore. Donc, le business plan a été fait il y a 3 ans maintenant. Je l'utilise encore pour voir si je suis dans ma trajectoire de reprise. C'est pour ça que je me suis entouré aussi de personnes qui savaient comment. Alors, ce qui est important, c'est donc on en a parlé dans la dynamique. Vous arrivez, donc il faut convaincre. Il faut que vous ayez une équipe. Donc moi j'ai eu le plaisir de travailler avec Cédric Desbert d'Arganto. J'ai travaillé également avec Rodolphe Orion du cabinet d'avocats Thales. Donc en gros vous avez mis 3 bulldozers et pour avancer de manière extrêmement rapide. Tout ça c'est issu, c'est pas venu par hasard, c'est issu d'échanges antérieurs. Il faut des outils pour convaincre. Donc nous on avait un business plan de catégorie mondiale, si je puis dire. En fait, un des actionnaires de Clean Power qui a rejoint le projet, il fait 20-30 deals par an. Donc au niveau mondial, et il a reconnu la qualité. Il dit qu'il voyait rarement des business plans de ce niveau. Donc merci Cédric. Et puis également, et moi j'ai utilisé en fait mon savoir-faire acquis sur la présentation d'études pendant 8 ans. J'ai quand même un petit peu un spécialiste pour faire des documents extrêmement clairs, convaincants. Donc Donc, un des points essentiels quand on cherche à racheter une entreprise, c'est il faut avoir donc un business plan et ce qu'on appelle un deck, c'est-à-dire votre capacité à présenter votre projet en passant par la concurrence, les marges, les points forts, les SWOT, etc. Et en faisant ça de manière très très... Ça, c'est plus pour les banques ou les financiers et pas forcément pour le vendeur, si ? Non, pas forcément pour le vendeur, mais pour le vendeur, si... En fait, le vendeur, c'est intéressant, et j'ai marqué des points. C'est que, en fait, quand vous allez présenter son activité, vous allez dire, voilà, moi, ma vision de votre activité, c'est ça. Et vous sortez des documents de qualité. Et vous dites, est-ce qu'on a bien compris ça? C'est ça, est-ce qu'on a bien compris? Et il vous aide, en fait. Également, le vendeur, en fait, il vend son histoire. Donc, c'est-à-dire que s'il revend à quelqu'un de qualité, donc il va prendre le prix
est toujours important. Mais on va voir dans l'exemple un petit peu plus tard, le prix, c'est aussi... Enfin, le prix, c'est un élément, c'est pas tous les éléments. Si vous êtes, je sais pas, hyper bio, vous vendrez jamais votre entreprise à Monsanto. Enfin, jamais. Oui. Ou alors, il faudra qu'ils mettent le triple du prix et peut-être vous craquerez à ce moment-là. Oui, et je qui montre que ça va. Mais vous n'allez pas vous tourner vers Monsanto, en fait. Oui. Vous n'allez pas vous tourner vers une société dont vous savez qu'elle utilise des procédés chimiques qui correspondent pas à vos valeurs, en fait. Donc il faut que... Donc, en fait, quelque part, vous lui rendez hommage. Et ça, c'est qu'on parle dans la conviction. C'est quand vous voyez que vous arrivez avec une démarche structurée, propre, qui le valorise, lui, eh bien, ça fait des points. Et puis également, ça permet qu'il s'ouvre et qu'il vous donne, qu'il commence. Parce que vous commencez déjà l'acte de reprise. Dans l'acte de reprise, il y a une période d'accompagnement. Donc, il faut que vous ayez une bonne relation avec cette personne. Pendant quelques mois, qu'elle vous accompagne, qu'elle vous donne des ficelles du métier. Alors dans mon processus propre, il y a eu me voilà avec potentiellement 7% de la somme à recouvrer. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les 93% d'autres ou 93% pour les Français qui nous écoutent? Eh bien, on a tout fait avec Cédric. On a fait les fonds de capital risque, on a fait les investisseurs privés. Il y a des gens qui ont des dizaines, des centaines, des milliards d'euros qui peuvent vous aider à investir. On est passé par des family office. On a passé par une formule qui s'appelle Fools, Friends and Family. C'est de voir vos proches et de dire, voyez, j'ai un projet entrepreneurial, regarde, est-ce que ça t'intéresse d'investir? On a vu des entrepreneurs, donc des personnes qui disposent de fonds, mais pas forcément de temps pour développer d'autres entreprises. On a vu des invests régionaux, donc c'est des dispositifs au niveau belge qui sont l'équivalent de la BPI en France. Et on est parti voir des entreprises de crowdfunding, etc. On a fait tout ça. Et on a fait tout ça pendant 4-5 mois pour trouver les fonds restants. Et on a quasiment... sur ça, on a réussi que 2 trucs. Donc, on a réussi le crowdfunding. Donc, on avait trouvé une entreprise qui s'appelle Look & Feel, qui est admirable. Enfin, je trouve qu'ils ont une approche qui est extrêmement, extrêmement professionnelle. Et puis, il y a eu les Fools, Friends and Family. Alors, Fools, Friends and Family, c'est quoi? C'est, mes parents, l'entrepreneuriat, ça les intéresse pas. Ils sont vieux, je veux pas les mêler là-dedans. Mais c'est de dire à des amis, regarde, moi, j'ai un projet, tu me connais, je suis sérieux. Qu'est-ce que t'en penses? Ou un voisin. Un voisin. Ouais, un voisin. Et il dit, tiens, c'est bien ça. Ça m'intéresse. Et là, en fait, j'ai utilisé en fait tout ce qui était, j'avais appris chez My Micro Invest. Chez My Micro Invest, c'est devenu Spreads. Oui. Mais c'est des shows en fait. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on arrive à vendre aussi bien des activités qui peuvent être aussi faiblardes? Et en fait, moi, j'avais un avantage, c'est que l'activité Clean Power n'était pas du tout faiblarde. C'était vraiment une très très belle structure. Et puis, j'ai profité des leçons de Be Angels. Donc qui est une société qui est en plein boom aussi et qui cherche à trouver des levées de fonds, c'est pour des business angels en fait. Des business angels, tout à fait, ouais. Voilà, qui investissent dans des startups ou des scale-up. Tout à fait. Et en fait, j'ai appris parce que j'avais vu des centaines de speeches et j'ai dit, tiens, toi, quelle offre vas-tu faire? Et donc, en fait, j'ai fait une offre qui a bien passé. En fait, c'était une offre, en général, dans ces structures, on vous dit, regardez, ça vaut 1 million d'euros. Alors, on a fait parfois des chiffres d'affaires qui sont ridicules. Ça vaut 1 million d'euros, etc. Acheté au capital, voilà, hop. 10%. Et tu vas avoir 1%, 2% de l'entreprise. Et je comprenais jamais, en fait. Je dis, mais attends, c'est bizarre, je vais pas mettre, 10 000 euros, 100 000 euros. On me promet un bout d'entreprise. Alors que je sortais dans un processus où on m'expliquait que comme j'avais pas 51% des parts, ma valo, elle pouvait prendre moins 30 parce qu'on avait décidé que ça serait moins 30. Et donc là, on a construit, donc avec Mad Partners, on a construit une offre. En fait, on a dit, ce qu'on va faire, c'est on va dans tous les cas rembourser les gens. Et comme Clean Power était une société très très saine financièrement, ce qu'on a fait, en fait, on a fait un mix dette et equity.
Alors donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, à chaque fois que la personne va mettre 7 euros, on va contracter 6 euros de dette envers elle et 1 euro d'equity. Alors, l'avantage de ce type de dispositif, c'est que, en fait, la dette, elle est due dans la durée. Donc, mis à part si l'entreprise fait faillite, mais qui n'était pas vraiment le cas, c'était quasiment impossible pour Clean Power, elle est due, en fait. Donc, c'est-à-dire que dans tous les cas, quand vous mettez 7 euros, il y en a 6 qui vont vous revenir. Qui sont sécurisés. Avec des taux intéressants. C'est une sorte d'obligation. Tout à fait. Alors, vous pouvez, sur un prêt, vous pouvez mettre du temps à rembourser, mais il suffit d'organiser ça en amont. Et puis après, vous avez l'equity. Alors, l'equity, c'est comment on passe d'une valeur de 7 à une valeur de 100. Donc, il y a des retours incroyables. Mais en fait, quelque part, vous dites aux gens, OK, tu peux faire une super plus-value. Donc, en gros, tu peux faire 2 fois, 3 fois, 4 fois ton investissement, au final. Mais par contre, je te garantis pas, mais quelque part, je te garantis pas, surtout pas, je peux pas avoir de tels propos, mais quand même, tu as de très, 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 très grandes chances que les 100 euros que tu m'as prêtés, je vais te les rendre. Oui, c'est ça. Et ça, j'avais jamais trouvé dans les trucs. Et c'est pour ça que j'avais été moi-même amené parfois à investir dans des sociétés, mais je trouvais que les systèmes étaient peu lisibles. Oui, donc, avec un pacte d'actionnaires, une convention de dette et une convention de rachat, donc tout ça, c'est structuré, j'avais un beau pack, en fait. Oui, donc avec une prévision de rachat de l'equity Oui. Donc, au bout de 7 ans, par exemple, on rachète leur... Oui. Tout à fait. On va racheter, en fait, selon des indices qui sont prédéterminés. Et puis, ce que vous faites, en fait, c'est que vous, dans le pacte d'actionnaires, vous allez mentionner la rémunération maximale pour le dirigeant. Parce que on a vite fait d'assécher une entreprise. Il suffit pour baisser les résultats, il suffit de... voilà. Et en fait, donc j'avais commencé à solliciter des gens autour de moi. Et puis, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5 qui m'ont dit oui. Mais tiens, ça marche. Et pendant ce temps-là, vous cherchez des sous, vous allez voir des fonds, vous allez voir des investisseurs privés. Et eux, ça leur plaisait pas trop, ça, cette histoire d'equity, de dette. Eux, en fait, n'avaient pas comme c'est des investisseurs professionnels, ils n'avaient pas assez de visibilité sur des taux de return élevés. Donc, ça les intéressait pas. Et puis, avoir 2%, 3% une petite entreprise, etc., ça les intéressait pas. Ils sont là pour être majoritaires, etc., ou d'avoir un dirigeant qui va se dévouer corps et âme. Et donc, en fait, cette offre, elle a fait mouche, mais petit à petit, en fait. Et donc, elle a mis 3 ans. Elle a mis 3 mois à se concrétiser. Et c'est assez marrant parce qu'à la fin, j'avais par exemple un ami qui travaillait dans une entreprise et il voulait souscrire. Et en fait, c'était un financier et il a imprimé le document. Et il y a un de ses collègues qui est passé. Il a dit, mais c'est quoi ça? Un des spécialistes du M&A, fameux spécialiste du M&A. Et il dit, c'est quoi ça? Il dit, regarde, j'ai un copain, il fait ça. Et le gars, tout de suite, a vu les documents, il a dit, moi, ça m'intéresse. Et donc, il a mis 100 000 euros. Ah oui. Donc, en fait, on a eu des effets comme ça. Et puis, j'ai rencontré des gens, qui ont même par la suite regretté d'avoir mis que 10 000 ou que 20 000. Qui sont des sommes fortes aussi. Hein. J'ai aussi des amis qui ont à peine ces sommes-là et qui ont décidé de me faire confiance. Et là, vous vous trouvez, en fait, aussi, comme vous devez générer de la confiance avec le vendeur, vous devez aussi générer de la confiance par les actionnaires. Oui. Et j'ai eu le bonheur d'avoir 28 actionnaires et qui ont l'air plutôt contents de leur investissement et qui m'ont rendu bien service pendant la crise du Corona. Donc j'ai honoré tous les remboursements que je leur devais sans grande difficulté, mais c'est après la crise qu'on sait qu'on peut les rembourser. En fait, ils ont eu que des messages de soutien. En fait. Temporairement, on se dit, je suspends, mais... Également,
Bon, enfin, du point de vue personnel, c'est également un vrai challenge parce que, si un jour je n'arrive pas à les rembourser, je me retrouve avec 28 amis en moins. Alors, je connais pas votre portefeuille d'amis personnels, mais 28, Oui. ça fait un trou. 28 bons amis, c'est moins agréable. Ça fait un trou. Enfin voilà, c'est pour la petite histoire. Et au final, en fait, la ténacité a payé. Donc en 4 mois, on a trouvé les 93% qui manquaient. Eh bien. Voilà. Alors, c'est très long. Hein. C'est pas grave, c'est très bien. Alors, concernant les enseignements de la due diligence et des négociations. Alors, même quand c'est court, alors nous on a fait un temps record, c'est 8 mois. Même quand c'est court, c'est long. Oui, 8 mois, c'est déjà long. 8 mois, c'est long. Et puis également là, en fait, le choix que j'avais de ne pas avoir de clients long terme a apporté parce que j'ai pu me consacrer pleinement pendant 8 mois. Alors mes enfants le savent, parce que pendant le mois d'août, papa il travaillait sur Excel pour faire des présentations, pour conquérir des investisseurs régionaux. Mais c'est 8 mois, enfin c'est très court, mais c'est très long. Et en fait, le fait que je n'avais pas d'activité stable à côté a fait que j'ai pu me consacrer pleinement au projet. Il y a un deuxième point, c'est que c'est coûteux. Et encore plus si le projet n'aboutit pas. Alors par exemple, chez BDO ou chez un avocat, vous allez être à de l'ordre de 100 000 euros. Ça va coûter 100 000 euros pour une entreprise de cette taille. Ouais. Si ça ne se fait pas, c'est 100 000 euros que vous allez payer pour rien. Oui. Donc là, ça réduit d'autant le capital pour la suite. Non, en fait, c'est pas le problème. En fait, parce que dans votre business plan, vous allez prendre en compte les frais de rachat. Oui. Si ça se fait pas. Je n'avais pas compris votre question. En fait, si ça se fait pas, les 400 000 que vous avez prévu de mettre, c'est 300 000. C'est beaucoup moins. Et puis, d'accord. Ce que j'ai appris aussi, c'est que l'avocat a un rôle clé, et c'est difficile de trouver un avocat pour des négociations de ce type. Pourquoi ? Parce que en fait, l'avocat, c'est le garant de la sécurité. Et donc, c'est quelqu'un qui va chercher des éléments qui font en sorte que le deal ne se fasse pas. Enfin, qui pourrait mettre en danger le deal. Des dangers. Et en fait, et c'est des gens qui peuvent être très, très directs. Hein. Mais en face de vous, vous avez des cédants et vous êtes dans un processus de séduction. Donc, savoir dire non à quelqu'un... c'est des profils très très particuliers. Il faut qu'ils soient à la fois durs mais tendres. C'est assez qu'ils comprennent le business aussi. Et qu'ils comprennent le business, ouais, aussi. Ce qui est important aussi, c'est que parfois, on va passer outre certaines garanties parce qu'il faut avoir la position d'hélicoptère et voir est-ce que c'est vraiment important ou pas. Voilà. Également, ce qui est important aussi, ça peut servir de soupape aussi, comme. S'il y a le repreneur qui est en position de séduction, c'est pratique d'avoir quelqu'un d'autre qui peut dire des choses. Pleinement. Mais en fait, c'est une espèce de balai. En fait, c'est une espèce de balai à 3. Il faut tout organiser. Ça ressemble à la suite, en fait. Hein. C'est la suite de management de l'entreprise. Mais donc c'est compliqué. Et en fait, ce qui passe, c'est que la spécificité, c'est que lorsque vous allez choisir un avocat, vous allez le choisir au bout d'un quart d'heure, 20 minutes d'échange. Mais en fait, vous allez travailler avec lui pendant plusieurs mois. Ouais. Et donc, c'est difficile de trouver une personnalité, un savoir-faire. En plus, sur tout ce qui est M&A, donc fusion-acquisition, il y en a pas beaucoup. C'est très cher. Ils sont pas forcément disponibles. Ils peuvent avoir la grosse tête. C'est très très compliqué en fait. Mais bon, moi, je suis tombé sur une bonne ressource. Donc, je me rappelle, c'est Rodolphe Orion de cabinet Thales. Mais c'est vraiment quelqu'un de central et que vous connaissez assez peu en fait, parce que votre conseil vous avez pu l'appréhender dans des positions un petit peu professionnelles. L'avocat, c'est beaucoup plus compliqué. Également les conseils sinon j'en connais ici. Moi je sais bien, d'ailleurs on va en parler après. Donc les conseils à l'acquisition sont également aussi, ce qui se passe, c'est que une fois que vous avez signé votre ce qu'on appelle la LOI, la lettre d'intention, Letter of Intention. Okay. En fait, qui dit, en gros, je suis prêt à racheter votre entreprise selon telle condition. Si on compare à l'immobilier, c'est l'offre d'achat. C'est une offre d'achat, mais en immobilier, c'est très, très... tout à fait. C'est très normé. Une fois de plus, en fait, là, vous êtes dans un domaine ouvert. Vous pouvez dire, oui, je rachète votre entreprise si vous... si vous repeignez les murs en blanc. Si vous repeignez les murs en blanc, ouais. Ou si vous engagez à pas repeindre les murs en blanc pendant 6 mois.
Oui, c'est ça. Ou si vous vous engagez à aller voir tous vos clients avant que j'arrive. Tout est ouvert, en fait. Ouais. Tout est possible. Donc, une fois que vous avez signé ça, c'est pas un vendeur que vous avez. C'est 2 vendeurs. Parce que la personne qui vous accompagne, qui est très bien, là, Cédric Debert, mais lui, il n'aura son salaire que si vous signez. Donc, en fait, il est à la fois avec vous et avec vous. Enfin, Oui, c'est et ça. avec le Oui. vendeur. Donc, il va alors, c'est son rôle aussi parce qu'il doit permettre de dénouer des situations. Mais lui, il a tout intérêt à vendre, puisque c'est ce qui va faire sa rémunération. Parce que, enfin, n'oublions pas, dans ce cas en fait, il peut-être travailler 8 mois. Alors, il a plusieurs clients en même temps, mais il peut travailler 8 mois et avoir simplement, ça s'appelle Le success fee, quoi. il y a le success fee, mais il y a aussi le retainer. Le retainer, en fait, c'est une somme fixe que vous allez payer au début pour qu'il s'intéresse à votre cas. Mais en fait, vous vous retrouvez avec 2 vendeurs. Et il est à côté de vous. Ouais. Et donc, en fait, il faut l'écouter parce qu'il apporte des solutions, mais il peut aussi vous inciter à faire des bêtises. C'est ça, oui. Ça n'a pas été le cas. Il joue dans les 2 camps. Bien sûr, mais voilà. Donc, en fait, une fois que vous avez... Ah oui, également, un des apprentissages, c'est la richesse des données RH de la Banque de Belgique. En fait, en Belgique, vous avez une espèce de bilan social qui est à disposition de tout le monde. Et donc, simplement en regardant l'évolution des effectifs, le turnover, etc., c'est un élément fondamental parce que vous allez voir si l'entreprise, les gens sont fidèles à l'entreprise, s'il y a beaucoup de rotation, la structure des personnes. Ah oui, racheter une entreprise, c'est racheter un château que vous n'avez jamais vu. Et vous avez à peine le droit de faire des photos, en fait. D'envoyer des gens pour qu'ils prennent des photos. Donc, vous allez racheter un château avec son salon de bal, sa cuisine. Mais il y a des douves aussi dans le château. Il y a des douves, il y a des oubliettes, hein, il y a des placards, il y a des placards de placards, etc. Donc, vous pouvez parfois prendre des photos ou demander... Non, en fait, c'est pas vous qui prenez les photos. Il y a un tiers qui va prendre des photos, qui va vous prendre... il peut enjoliver certains aspects. Mais en fait, vous allez acheter une entreprise, vous allez mettre plusieurs millions d'euros et vous n'êtes même pas rentré dans les bureaux. Vous savez pas à quoi ressemble la tête du gars que vous allez voir pendant les 10 ans à venir. C'est un pari. Donc, c'est tout basé sur des chiffres, la compréhension que vous en avez et de la confiance. C'est vraiment un gros challenge. Hein. Mais bon. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Alors, et puis arrive le 11 janvier. Donc, on crée une structure qui s'appelle Kirei, K-I-R-E-I. Donc, Kirei, c'est du japonais, ça veut dire propre et beau. Donc, ça a été une trouvaille d'un des actionnaires qui a une expérience japonisante. Donc, on a créé le 10. C'est une structure holding dans laquelle viennent les 29 actionnaires. Tout à fait. En fait, donc les banques, dans le cadre d'un rachat, vont demander à ce qu'il y ait une structure qui soit propre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas de passé, elle est créée pour un objet, donc qui est le rachat de Clean Power. Donc Kirei est créé le 10 janvier et rachète Clean Power le 11 janvier. Ok, et donc tous rentrent dedans, toi à titre personnel et les différentes personnes. Avec différents engagements, etc. Et donc c'est dans cette société qu'il y a le pacte d'actionnaires et tout à fait. Pacte d'actionnaires, convention d'investissement, contrat de prêt, et c'est cette société, des statuts. C'est cette société qui emprunte auprès d'une ou plusieurs banques. Tout à fait. Pour ensuite racheter l'entreprise et qui possède ensuite 100% des parts. Avec des remontées de dividendes ou des... Tout à fait. En fait, vous allez donc chez Kirei, ce qu'on fait, c'est que vous avez donc Kirei est l'administrateur de Clean Power et reçoit des revenus pour ça, donc comme un travail. Ok. Et donc ce qui permet de remonter de la rémunération et également reçoit des dividendes, ce qui permet de payer les différents prêteurs. Ok. Alors ce qui est important, donc le 10, vous créez l'entreprise. Alors vous avez la fébrilité de que ça se fasse pas. Hein. Je vous rappelle les 100 000 euros si ça se fait pas. Le 10, vous avez créé une entreprise qui a de l'argent. Qui a de l'argent, mais rien.
qui a rien racheté, et le 11, vous rachetez. Alors, et le 11, vous allez voir les 2 personnes clés de l'entreprise qui n'étaient pas au courant que l'entreprise était à vendre. Ah. Donc, un directeur général et une directrice des opérations. Et là, donc en fait, vous avez épousé une femme, mais vous n'avez pas encore rencontré ses enfants. Ah oui, c'est ça. Et donc, quand on parlait de balai à 3, c'est là aussi, potentiellement. Aussi, ouais. Donc, il y a une super équipe chez Clean Power. Donc, ce sont des personnes qui ont été un petit peu surpris, mais c'est une société qui se caractérise par un optimisme de tous les instants. Et donc, voilà, ils ont accepté cette transition. Donc, ça a pris un peu plus de temps. En tout cas, mais j'ai eu un excellent accueil. Voilà. Et puis, le 14, vous rencontrez les équipes, vous présentez. Et là, en fait, le 14, vous êtes crevé. Oui, parce qu'on vient de faire tout le marathon. Parce que ça fait 8 mois que vous courez. Oui, et puis c'est un peu la pression qui se relâche, ça y est, c'est fait. C'est fait, en fait. Ça y est, ça commence. Ça y est, maintenant. C'est un triathlon, en fait. Maintenant, vous êtes bien endetté. Allez, on passe au vélo. Maintenant, vous êtes vraiment endetté. Oui, maintenant, il faut que ça marche. Ouais. Et donc ça, c'est une étape importante. Ce que je voulais dire pour la phase, en fait, les challenges de la prise de poste, le premier point, c'est l'administratif. Ça a l'air bête, mais en fait, être administrateur délégué, c'est un ensemble de pouvoirs, c'est des contrats avec des banques, c'est des statuts qui ont été enregistrés auprès d'organismes tiers, le moniteur, etc. Ça prend un temps. Ça vous prend un temps. Clean Power est une structure assez complexe. J'ai mis 2 mois pour avoir mon propre accès à l'ensemble des comptes de l'entreprise. Ouais. Donc, ce qui est important pour la prise de poste, il faut arriver avec des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'il faut être la personne qui va permettre à une équipe de libérer certains projets. Certains projets qui avaient pu être mis de côté parce que les cédants étaient en mode on continue, on a une belle équipe, ça marche, on va pas se lancer dans des nouvelles choses. Il faut rassurer et maintenir le business as usual pour maintenir la cohésion de l'équipe. En fait, vous achetez quelque chose. Donc, vous achetez pas au jour, vous achetez un projet de transformation, mais d'abord, vous achetez un bien. Vous achetez un bien qui fonctionne. Il faut qu'il continue à fonctionner. Il faut gérer la relation cédant-repreneur et cédant-salarié. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous rachetez une entreprise qui a été créée il y a 30 ans. Donc, il faut bien être conscient que vous n'allez pas donner des ordres aux cédants. C'est eux qui peuvent vous donner. Ils peuvent vous donner des conseils. Eux sont dans des habitudes. Vous allez lui dire, mais pourquoi t'as fait ça ? Ils vont dire, mais attends, Coco, j'étais là avant toi, donc tu m'as payé l'entreprise. Mais voilà, eux ont eu le virement, quoi. Oui, enfin, eux, ils sont payés. Donc, ils peuvent. Donc, il y a des contrats d'accompagnement, mais oui, il n'y a pas d'engagement de résultat, il y a un engagement de moyens. Oui. Donc, il faut gérer ça. Les cédants sont encore présents dans l'entreprise. Bon, eux, comment ils se positionnent par rapport aux salariés, comment les salariés se positionnent par rapport à eux. Donc, il faut faire en sorte d'y aller de manière extrêmement... dans mon cas, ça a marché, d'y aller tranquille, quoi. Et donc, poser des questions, comprendre comment ça se passait, dire souvent oui au démarrage. Il faut comprendre les valeurs et le fonctionnement avant d'influencer. N'arrivez pas avec des solutions toutes... si les gens sont là, c'est qu'il y a des raisons. S'ils ont des habitudes de travail, il y a des raisons. Apprenez déjà comment ils fonctionnent aujourd'hui avant d'influencer la manière dont vous travaillez demain. Alors, ce que j'ai fait également, ça c'est une de mes forces, c'est que je me suis entouré. Donc, j'étais consultant pendant 20 ans. J'ai pris des gens autour de moi et je les paye pour m'aider. Donc, à titre de... Et ça, c'était assez fort, oui. Et là, c'est la valeur des témoignages. Et je vous remercie d'ailleurs, une fois de plus, de permettre que mon témoignage peut-être puisse influencer quelques personnes. J'ai rencontré quelqu'un qui, à 35 ans, a racheté une entreprise qui valait 27 millions d'euros. Alors, je ne sais pas quelle était sa fortune personnelle, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avait travaillé dans des activités de fusion-acquisition. Et ce qu'il a fait, c'est ce que j'ai fait en gros. Enfin, je l'ai fait un petit peu différemment, mais il a quelqu'un qui a sans doute investi, mais il a pris un super PDG, quelqu'un qui venait une fois par semaine, donc quelqu'un qui sans doute gérait des entreprises qui faisait plusieurs milliards de chiffre d'affaires, donc quelqu'un de très senior,
et qui venait une fois par semaine. Et en fait, il était lui-même actionnaire principal de l'entreprise, enfin la personne qui a racheté, Oui. mais il s'est pris un chef Oui. qui était lui-même actionnaire, en fait, un chef, enfin en tout cas un mentor. Donc c'est ce que j'ai fait moi-même, et j'ai le plaisir de travailler avec Philippe L'Enfant, qui a un profil en fait où il a un parcours de plus de 35 ans en tant que cadre dirigeant pour un groupe international, Coca-Cola Europe. Donc il était numéro 3 Europe. Et puis également, c'est quelqu'un de beaucoup de valeurs et en fait qui a la particularité d'être issu d'une famille d'entrepreneurs belges. Et donc son profil en fait me permet de comprendre des ajustements structurels. Voilà. Et donc quelque part en fait, donc je suis administrateur délégué, je suis CEO, mais j'ai quand même quelqu'un autour de moi, j'ai un administrateur qui a un vrai pouvoir, qui est de me dire non en fait. Et j'ai pris en fait 4 autres administrateurs et qui sont des personnes qui ont vraiment une expérience forte et qui en fait passeront plus de temps à me dire non qu'à me dire oui en fait. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes d'expérience, ce sont des personnes qui ont toutes des caractéristiques différentes. Donc on va parler de Philippe Depotex, qui est un cadre dirigeant dans des entreprises à connotation technologique, mon voisin. J'ai mon expert comptable et commissaire aux comptes français qui a investi dans le projet également, qui est administrateur. Et puis j'ai un entrepreneur wallon qui s'appelle Frédéric Ledoux, qui est également producteur télé. Et donc, ce sont des personnes qui ont fait régulièrement des réunions de conseil d'administration et on prend des vraies décisions ensemble. En fait. Et ça, tu fais une réunion d'administration tous les trimestres? Tous les trimestres, ouais. En gros, par exemple, là, on va parler du prochain projet, mais quand, par exemple, on doit mettre en place un projet important, ils sont sollicités. Et dans le conseil d'administration, chaque voix compte pour une personne. Et également, si les challenges de la prise de poste, et ça c'est le challenge principal, en fait, c'est vous arrivez au sein d'une équipe constituée. Et le challenge, c'est trouver ce qui apporte de la valeur en l'entreprise. C'est-à-dire, vous avez un ensemble constitué. Je me suis retrouvé, en fait, je dis, tiens, tu vas devenir le roi du nettoyage. Oui. Et en fait, je me suis retrouvé avec, il y avait 17 spécialistes autour de moi. Je me suis retrouvé au sein d'une entreprise avec, les équipes support, c'est 17 personnes. Et assez rapidement, je me suis dit, mais jamais tu arriveras à être aussi bon que le meilleur d'entre eux. Alors, être aussi bon que les 17, c'est impossible. Et donc, j'ai dit, il n'y a pas besoin. Et donc, en fait, moi, je me suis attaché à des fonctions qui étaient plus des fonctions, selon mon profil aussi, des fonctions de gestion et de coordination et de mise en place d'outils. Voilà. Et ça, on en a parlé... on a parlé avec d'autres personnes aussi qui avaient des activités de reprise. En fait, il faut mettre votre ego de côté, en fait. C'est-à-dire que vous êtes le propriétaire, mais le propriétaire, il est là pour faire en sorte que l'entreprise, elle croisse et elle embellisse. Il n'est pas là pour faire une entreprise qui lui ressemble ou à sa marque, en fait. Et donc, ce que j'avais apprécié également chez Clean Power, on en a parlé, c'est qu'il y avait des belles valeurs, en fait. Donc, il y avait des belles valeurs et tout mon challenge, c'était de conserver ces valeurs. Et également, on a parlé, le business plan, l'activité est très lisible, etc. C'est de maintenir ça, tout simplement. Et de pas interférer dans les décisions. Mais toujours en ayant le petit côté, tiens, on rend des choses possibles, en fait. Donc, vous avez une structure qui est très bien gérée par Franz et Vincent Moreau, enfin les fondateurs, qui a été très bien gérée. Peut-être qu'à un moment, vous voulez plus prendre certains risques. Donc voilà, et vous arrivez et vous devez permettre des choses. Donc plutôt que d'arriver et de tout casser en disant c'est moi qui ai raison, il faut faire en sorte que à 17 sont plus performants que vous. Hein. C'est ça. On est un peu un chef d'orchestre qui sait pas jouer d'un instrument mais qui reprend la partition du précédent. Exactement. Ouais. Et puis ça peut vouloir dire aller s'occuper un petit peu de la caisse claire ou peut-être même comme on sait pas jouer, on va faire un enregistrement et puis il y a un moment, ce sera pas parfait mais il y aura ce dont l'équipe a besoin à un moment en fait. Oui, on va apprendre l'instrument qui manque éventuellement, mais... Ouais, ou trouver la personne qui va vous remplacer, ou dire peut-être qu'on pourrait mettre un autre instrument, parce qu'il y a une autre personne disponible, etc.
En tout cas, et ça c'est une des forces, c'est-à-dire que j'ai pas eu de départ en fait en un an. Sur 17 personnes, j'ai eu 0 départ et je remercie toute l'équipe de Clean Power d'avoir été aussi patiente aussi avec moi. J'ai fait quelques bourdes, mais voilà. Et puis également, il faut fédérer autour de projets. Donc nous, on a fédéré autour du développement d'un projet chez Clean Power qui s'appelle Clean Power Cars, qui est une activité de nettoyage de véhicules en concession ou sur parking. On peut venir et nettoyer vos véhicules de société chez vous, enfin, dans vos locaux professionnels. Et puis, on a mis en place des activités sportives. On a participé donc à un tournoi de beach volley. Donc, on s'est retrouvé avec en équipe, constitué des équipes. Il y a une super ambiance. Chacun a participé à son niveau. C'était vraiment, en fait, avec un petit projet assez sympa, on arrive à fédérer une équipe. Okay. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette étape? Sur ces 6 premiers mois? Alors, il y a une phase, en fait, les 100 jours, etc. Donc, moi, j'ai pas eu 100 jours Tony Truant, je suis pas Joe Biden. L'objectif, c'était de rassurer, en fait. Oui. Et est-ce que dans ces cas-là, il faut aussi rassurer les clients, aller les voir? Comment est-ce que... là, on a parlé de l'aspect équipe, mais... Alors, j'ai pas vu un client. Ok. L'équipe avait déjà ces contacts-là. J'en ai vu un, c'était une erreur, en fait. Parce que, en fait, ils avaient déjà des correspondants. Oui. Donc, Clean Power, c'est pas une société qui va faire la une du New York Herald Tribune. Donc, il y a une reprise. Ce qui est important pour le client, en fait, c'est d'avoir toujours le même interlocuteur. Pas de... Et justement, on ne bouge rien. Si vos clients ont des interlocuteurs, qu'ils les gardent. Oui, et puis comme ça, on bypasse pas la personne qui fait déjà bien son boulot. Ça, c'est un des grands défauts que j'ai eu, c'est que comme je suis plutôt opérationnel et curieux, j'allais voir certaines choses en direct, alors que c'était une erreur manifeste. En fait, il faut laisser les gens dans leur fonction. On a vraiment une équipe en or là, chez Clean Power, une équipe très aguerrie, sympathique. Il faut les laisser travailler en fait. Et ça, il faut combattre son ego. Et puis, et voilà. Alors, voilà. Et puis, c'est l'heure maintenant du projet 2. Projet 2. Oui, puisque... Acte 2. Acte 2. Kirei a racheté Clean Power le 11 janvier 2019. Et Kirei a racheté la société Eden Service fin juin 2021. Ah oui. Donc, on a racheté une structure avec 150 ouvriers. C'est une structure de nettoyage industriel comme la nôtre qui est présente à Mons et dans tout le Hainaut en fait. Donc voilà, on a continué. Donc on est plutôt économe et donc on a mobilisé les fonds, on a convaincu les banques pour rejoindre le groupe maintenant, ouais. Le groupe Kirei, au travers d'une nouvelle acquisition. Alors pareil. Ce que je vous ai dit pour la première phase est valable pour la seconde. Par contre, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que le jour où vous êtes installé, en fait, vous avez un track record. Alors, il n'est pas long, il est 2 ans et demi, mais bon, vous avez honoré vos engagements, même dans une période Covid. Les banques vous font confiance. Les banques aussi, en cette période, ont besoin de prêter, elles aussi. Hein. Elles ont besoin de prêter à des... c'est pas parce que le monde s'écroule un petit peu qu'elles doivent pas avoir des engagements. Et d'ailleurs, elles vont être de plus en plus regardantes sur à qui elles prêtent. Donc, quand vous arrivez, que vous avez montré un savoir-faire, ça passe. Ce qui également est dans la dynamique que j'avais mise en place, c'est important parce que qui m'a apporté on a en 2 ans, je peux vous dire que moi, en avril 2020, je devais plusieurs millions d'euros et il y a 50% de mon activité qui est arrêtée, quoi. Donc, suite au confinement, je dis, mais comment j'arriverai jamais à rembourser, etc. Comment est-ce qu'on peut...
Et puis, grâce au directeur général de Clean Power, Pascal Dralan, grâce à l'ensemble des équipes, grâce à l'accompagnement que j'ai moi-même mis en place avec Philippe L'Enfant, avec les administrateurs, on dit, écoute, ça va aller, regarde, t'es sur des bons fondamentaux, etc. Il n'y a pas de problème. Si on doit faire glisser des remboursements, on les fera glisser. Et en fait, pendant 2 ans et demi, malgré cet endettement fort, on a continué à regarder des cibles, en fait. Et donc, on a racheté Eden Service, c'est la 3e cible qu'on a étudiée. Mais le fait de m'être entouré de personnes qui sont des managers aguerris, qui m'ont dit, mais développer une entreprise, c'est développer l'entreprise en interne et faire des acquisitions, m'a laissé sur ce trend. Parce que sinon, j'aurais pu être amené, comme un chacun, à dire, écoute, tu y arrives, tu rembourses, bon, voilà, c'est bien. On parle beaucoup de dette, mais en fait, je vous avais expliqué en fait les ratios. Et puis, comme je suis quelqu'un qui aime honorer ma parole. Mais du coup, il a fallu remettre au pot. Non, les banques ont prêté en fait. Enfin, et puis on a remis un petit peu. En fait, non. C'est plutôt économe en fait. Ce que j'ai fait, c'est que en fait, de manière virtuelle, je ne me paye pas ou très peu, et en fait, voilà. Ça reste dans la holding du coup. Ça reste dans la holding. Et la holding du coup a plus de besoins Mais on l'a dit. Après, certaines personnes ont besoin davantage de liquidité. Je me paye extrêmement faiblement. Je suis très heureux. Et en fait, ça me donne aussi beaucoup par rapport parce qu'on avait convenu dans le pacte d'actionnaires d'une rémunération, mais ça m'a donné beaucoup de liberté. J'ai dit en fait, donc je vais me payer moins, mais laissez-moi des airs de liberté, ce qui fait que même en arrivant dans les premiers mois, j'avais quand même certaines airs de liberté, et j'ai pu donner des events, des événements qui ont apporté de la cohésion dans l'équipe. En fait. Oui. Et donc je me suis accordé, c'était quelque part, enfin j'ai pris partie de ma rémunération et on a fait des trucs sympas ensemble, et je voulais pas qu'on puisse me dire oui, t'as tout payé, c'était du fun en fait, et ça a apporté beaucoup de cohésion. Je suis très content de ça. Mais ça dépend. En fait, vous avez des profils d'entrepreneurs, et c'est également ce profil en fait de personnes assez raisonnables, si je puis dire. Je sais pas si c'est raisonnable ou trop raisonnable, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ça permet aussi de convaincre les banques, en fait. C'est vrai. C'est les banques prêtent à des gens qui souhaitent rembourser. Enfin, en tout cas, chez lesquels elles sentent l'envie de rembourser. Et donc voilà. Donc maintenant, Kirei, c'est 300 personnes. C'est 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est des perspectives. Donc on a chez Eden Service, c'est une entreprise qui sommeillait un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est on va pas la réveiller brutalement. On va apprendre les méthodes de travail, connaître bien également, s'adapter aux valeurs de l'entreprise pour la faire prospérer. Enfin. Et vous continuez à vous former au quotidien ? Pas assez. Mais en fait, j'en apprends, en fait, parce que sur les acquisitions, c'était pas réglé. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on apprend aussi ? On apprend, en fait, donc, j'ai été accompagné par Philippe L'Enfant, et on apprend aussi et comme j'avais fait précédemment, il faut donner aussi. C'est-à-dire que si des personnes sont meilleures que vous en négociation, en valorisation, laissez-les s'exprimer, en fait. Donc, c'est le travail de chef d'orchestre, en fait. C'est si vous avez un soliste qui est bon, donc il faut travailler avec lui, il est excellent, il a réalisé également plein de transactions. Il faut laisser à cette personne, j'adore, enfin c'est un ami, c'est vraiment quelqu'un qui est important pour moi. Et il faut laisser aussi s'exprimer, en fait, parce que lui-même, en fait, pourrait faire, alors il peut faire ce qu'il veut, il n'a pas besoin de travailler, c'est son track record, il est derrière lui, hein, mais il faut lui aussi qu'il ait du plaisir, en fait. Et du plaisir, et on en bénéficie tous les deux. Voilà, il faut. C'est comme précédemment, quand vous avez des gens comme Cédric Desberg, qui sont des gens de grande qualité, il faut faut leur laisser de la place. Parfois les recentrer sur certains aspects, dire non, mais en fait il faut plus mettre des terrains d'expression. Alors c'est assez dangereux parce que,
ça peut sembler assez dangereux parce que vous mettez en jeu votre patrimoine, ce que vous avez constitué pendant 30 ans, toutes ces heures de travail. Mais il faut les laisser faire aussi. Enfin, quand vous êtes avec des pros, à un moment, vous donnez, c'est comme avec des salariés, vous leur donnez un seau de confiance et il faut lâcher, quoi. Et dans tout ça, comment est-ce que vous faites pour, en parallèle, parce qu'on a une vie à côté, on n'est pas que son travail, pour garder un équilibre ou un semblant d'équilibre? Alors, je voudrais vous dire que, en fait, la moitié du projet, c'est ma femme qui l'a fait, sans jamais s'en occuper. Et ça, je la remercie, en fait, parce que sur ce projet, en fait, donc on a mis toutes nos économies dans la balance. Oui. Elle m'a dit au début, je lui ai dit, écoute, je voudrais dépenser ça, toutes nos économies, en fait, mis à part notre maison, quoi. Oui. Et elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, je te fais confiance, mais je veux pas qu'on puisse prendre la maison. Okay. Et donc, en fait, avec les banques, c'était très clair. La première phrase que je disais, c'est, je vous fais un prêt et je serai pas garantie personnelle. Et donc c'est quelqu'un de patient, d'aimant. Enfin, on a une très très belle relation. On se ressemble pas du tout dans nos comportements, etc. Je la remercie parce qu'en fait, elle a fait la moitié du travail. Elle m'a supporté. Elle m'a soutenu et elle m'a supporté aussi. Oui, parce que c'est long quand même, 4 ans. Donc, faut aussi avoir quelqu'un qui peut dire non, mais parce que c'est vrai que souvent on a du retour de ses collègues, mais quand on est tout seul sur un projet, il n'y a pas de feedback positif. Oui. Si rien ne se fait. Oui, mais elle savait que j'étais plutôt tenace. Elle a confiance en moi, comme l'ensemble des actionnaires. J'ai plutôt confiance en moi. Donc je me pose beaucoup de questions sur mon fonctionnement, etc. Mais fondamentalement, j'ai confiance en moi. D'ailleurs, on peut pas être entrepreneur si on n'a pas confiance en soi. C'est impossible. Mais elle m'a posé très très peu de questions sur le projet. Je crois elle est venue une fois dans l'entreprise en 2 ans et demi. Ça ne l'intéresse pas. C'est un monde qui l'a fait peur. Il lui fait peur. L'entrepreneuriat, ça lui fait peur. Mais je la remercie parce qu'elle a ce recul de te dire, écoute, je sais que ça l'éclate. Elle m'a fait chèque en blanc, quoi. Et c'est important. Ouais, parce que ça c'est un des points qu'on pourra aborder. Et je me rappelle, j'ai été banquier à mon époque. J'ai été directeur d'un centre d'appel d'une banque d'affaires, enfin pas d'affaires, mais d'une banque qui avait beaucoup de clientèle professionnelle. Et je me rappelle aussi, on rappelle des témoignages et des moments marquants. J'avais assisté en province, je faisais des tours d'agence et j'avais assisté à un comité de crédit. Et les questions toujours en comité de crédit sur et comment est sa femme et quelle est la relation avec sa femme. Ah oui. Donc c'est pas des sujets qu'on attend toujours. Mais en fait, si vous êtes unis, et ben en fait, vous faites un meilleur entrepreneur, vous faites une personne plus de confiance par rapport à votre environnement. C'est-à-dire que vous pouvez arriver le matin avec l'esprit dégagé, voilà. Donc après, il y a quand Olivier travaille le soir, le samedi, le dimanche, etc. Il y a des moments un petit peu difficiles, mais on a tous les deux nos propres équilibres avec nos propres centres d'intérêt. Donc elle accepte que je sois workaholic et je la remercie d'être intéressée par d'autres sujets qui moi ne me passionnent pas. Et je lui laisse également de la place à ses projets, en fait. Voilà. Et en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui serait vos ressorts profonds, ce qui vous motive tous les jours? Parce que, comme on le disait à l'instant, tenir 4 ans, il faut vouloir, faut persévérer, mais même après, continuer à progresser, à apprendre, pas se mettre juste dans les baskets de l'autre et dire maintenant c'est bon, je rachète plus rien et j'attends que ça se fasse. C'est une discussion qu'on avait eue avec Bass Partners. La première question, c'est il m'a dit, mais pourquoi tu rachètes un truc? En plus, je suis pas, je suis d'un naturel prudent. Mais il m'a dit, mais pourquoi tu rachètes? T'es tranquille, tu rembourses, c'est bon, tu fais tes 10% de croissance mensuelle, pourquoi tu vas t'embêter avec une autre structure?
Et je lui dis, mais parce que il y a 2800 sociétés de nettoyage. Donc on est numéro 14. Ça va se consolider. On a vu 3 offres en 2 ans là. Oui. Ça va se consolider. Donc on a les moyens. Moi également, en fait, qu'est-ce que j'apporte à Clean Power? J'apporte de la structure. Mais je n'ai pas de fonction opérationnelle. Si je vais pas un matin au travail, l'entreprise ne se désagrège pas. Oui. Donc comment, et on est toujours dans un truc, c'est comment je contribue au projet global en apportant en fait, ce qui lui manque en fait, et une ressource qui était volontaire pour faire des acquisitions disponibles, il n'y en avait pas. Donc je me suis mis dans cette position. Et en fait, on a parlé avec Frédéric Rambouillet, et il m'a dit, mais pourquoi tu fais? Je lui ai dit, mais parce que c'est évident. Parce que j'ai du temps, on a les fonds, on peut concourir. Il y avait également, il y a des aspects de complémentarité stratégique entre Eden Service et Clean Power. Voilà. Donc, en fait, c'est parce que vous êtes un bon chef d'orchestre. Je sais pas. Enfin, peut-être pas bon ou pas, mais en tout cas, votre place est d'être chef d'orchestre. En fait, je m'efforce d'aller où il y a besoin. Enfin, il n'y a pas besoin de racheter une entreprise, hein. Mais si, en fait, et là, je vous encourage à travailler avec les équipes de Clean Power et d'Eden Service. Il faut trouver sa place, mettre les bonnes personnes, ouais, vous l'avez dit, ces chefs d'orchestre, et encourager à ce que ces personnes s'épanouissent, en fait. Donc c'est assez difficile, hein, c'est après 30 ans de management que j'apprends ça, mais il faut lâcher. C'est ce que nous enseignent les nouvelles générations. Il faut lâcher, il faut responsabiliser. Ça marche. Donc, si on prend notre structure, qu'on redynamise, ça va permettre d'épanouir des nouvelles personnes. Également, d'un point de vue patrimonial, je ne sais même pas si ça valorise davantage l'entreprise au global, mais elle est plus costaud. On l'a vu dans les périodes de Covid. Plus vous avez de clients qui sont dans des secteurs différents, plus vous êtes solide. Oui. De toute façon, les entreprises, si on les rachète pas, il y a d'autres qui vont les racheter et qui vont profiter. Les prix nous ont semblé adaptés. On fonce, et d'ailleurs, on va se mettre on va déjà intégrer celle-ci, faire en sorte que de ressortir le meilleur de ce qu'elle peut donner, ce qui est important, mais on va continuer à chercher d'autres structures éventuellement. On verra. Et puis si ça se fait pas, ça se fait pas. Et si ça ne se fait pas, j'ai aucun... D'ailleurs, oui, sur la deuxième transaction aussi, ça s'est fait très vite, mais je n'avais pas d'enjeu, en fait. Oui, il n'y a pas de couteau sous la gorge pour trouver ou pas de... Ça, c'est important. Donc, pour les gens que vous rencontrerez, qui nous écouteront, qui recherchent à racheter une entreprise, le fait aussi il faut que ça soit possible, pas essentiel, en fait. Donc moi je l'ai cherché, et je vous l'ai dit, à un moment je me serais dit je serais retraité. Alors ma retraite aurait été au-delà du petit, hein, oui. Moins de 1 000 € par mois, mais ça aurait été comme ça. Mais je serais allé au bout de la démarche, de ma démarche, de manière tenace, structurée. Peut-être un dernier conseil, avis, retour d'expérience pour des jeunes entrepreneurs ou même des plus âgés qui veulent se lancer. Peut-être pour répondre à votre question, c'est également aussi, si vous vous levez le matin et que vous aimez pas faire ce que vous faites, faites autre chose. Enfin, ça c'est vraiment extrêmement important. Notre travail, c'est la moitié de notre vie, en temps, en attention, voire plus. Hein, donc faites quelque chose qui vous donne la pêche. Ou alors, on peut être aussi dans un contexte où on va avoir une activité tranquille, et puis et on va s'épanouir dans d'autres sujets, mais quand même se lever le matin et puis et aimer ce qu'on fait, c'est quand même essentiel. Et pour soutenir l'initiative, on s'arrête sur continuer à entendre plus d'interviews. S'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner, et à bientôt sur Mentor Stratégie.